3 livres pour les lecteurs, avides d'aventure, 7 adaptations cinématographiques pour les plus chanceux, 9 appendices pour les plus curieux des êtres, une œuvre, un univers pour trouver tous les rêveurs, les amener tous et les lier éternellement à la terre du milieu. Chers auditeurs, si vous aimez la fantaisie, vous êtes au bon endroit, car vous êtes avec Cyril, FX, et moi-même, Julien, pour un épisode spécial des Pages du Milieu, épisode consacré à la première partie des appendices du Seigneur des Anneaux. Salut! Comment allez-vous les gars ? Ça va et vous ? J'ai l'impression qu'on a fini le Seigneur des Anneaux, le 3e livre, hier. J'ai l'impression de ne pas avoir eu de pause, moi, personnellement. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment fini le Seigneur des Anneaux, les 3 livres, vu qu'on est encore un peu dedans, finalement ? C'est vrai. Bilbon disait que les grandes histoires ne se terminent jamais vraiment, donc nous sommes encore dedans. Ouais, et pour un bon moment, car cet appendice va nous tenir en haleine pendant peut-être une bonne heure, 1h30, 2 heures. Ça va être très dense. Ça va être dense parce qu'on va vraiment revoir en fait une énorme partie de la Terre du Milieu et des choses qu'on a déjà vues, mais ça va être super de pouvoir vraiment repasser en revue tout ça parce qu'il y a beaucoup de détails et tout, et c'est vrai que ça a du sens que ce soit à la fin d'un livre parce que ça explique plein de choses qu'on a pu parcourir, ça donne plein de petits détails, ça va vraiment être chouette. Et ça permet de revoir plein d'événements en perspective, de comprendre des choses qui se sont passées pendant que d'autres arrivaient, de comprendre ce qui s'est passé avant, car ça va être beaucoup l'occasion de voir les prémices de la guerre de l'anneau, et aussi pour certaines populations contrées de voir ce qui s'est passé pendant que nos héros, par exemple, se trouvaient à Minas Tirith ou pour d'autres en Mordor. C'est drôle que tu dises les prémices parce que j'ai un peu l'impression qu'au final les appendices on devrait les lire avant de lire le livre dans un sens. Finalement c'est ce que nous on a essayé avec ce podcast, parce que vous allez voir, chers auditeurs et auditrices, que les histoires qu'on va conter aujourd'hui, vous les avez déjà entendues si vous avez suivi tout le podcast. Vous vous souvenez évidemment pas de tout, mais c'est vrai, comme tu dis, que c'est quelque chose que nous on a essayé d'apporter les détails que vous allez entendre durant toute l'histoire du podcast et du Seigneur des Anneaux, parce que le Seigneur des Anneaux regorge de toutes ces informations et ces références historiques à l'univers. C'est en gros une sorte d'épisode best-of avec quelques informations supplémentaires fatalement et qui vont être plus compactées, donc ça permettra d'avoir plus de linéarité dans les histoires du Gondor, de l'Arnor, du Rohan, du peuple de Durin et aussi d'Aragorn et Arwen, car c'est ce dont nous parlerons aujourd'hui. Mais donc voilà, nous sommes quand même dans un épisode relativement plus théorique que ce que nous avons fait jusqu'ici, ça va être un peu spécial. Le zapping des pages du milieu, voilà, c'est ça. Et en fait, entre guillemets, une bonne mise en bouche de ce qu'on pourrait avoir par la suite en septembre. Pour le Silmarillion, effectivement, mais ce sera encore plus dense que le Silmarillion, j'ai l'impression, parce que là on va couvrir une période encore plus grande que chaque chapitre du Silmarillion. Donc voilà, accrochez-vous, soyez attentifs, et puis on espère que ça vous plaira. Oui, et d'ailleurs, merci à toutes et tous de nous suivre encore pour cet épisode spécial. Bienvenue aux nouveaux auditeurs et aux nouvelles auditrices. Nous vous remercions pour les dons Tipeee que vous nous avez généreusement accordés jusqu'ici. N'hésitez pas à suivre nos pages Facebook et Instagram si ce n'est pas encore fait, pour suivre nos actualités, les sorties des épisodes et pour voir ce qu'il adviendra du podcast d'ici le mois de septembre quand nous entamerons le Silmarillion. Alors déjà, nous vous parlions de ce que nous allions raconter dans cet épisode-ci. Je vous préviens déjà que dans le prochain épisode, nous parcourrons une autre partie des appendices, car ici nous sommes dans la première partie. Et dans cette seconde partie, qui sortira dans un mois à partir de la sortie de cet épisode-ci, nous choisirons aussi d'omettre d'autres parties des appendices, notamment celles qui sont consacrées aux arbres généalogiques, aux orthographes de l'univers de Tolkien et au calendrier, car vous le conviendrez, cela ne s'y est pas fort au format podcast. Ce serait difficile de rendre justice à ce travail-là. Alors vous verrez que les sources que nous allons vous partager fourmillent de détails, de références, de chroniques et de traditions, et nous vous en partagerons une forme abrégée, somme toute, afin surtout d'illustrer la guerre de l'anneau et ses origines, d'éclairer la lecture que nous venons d'en faire et d'en apprendre plus sur ce monde si riche qu'il pourrait bien être l'ancêtre du nôtre. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite avec l'histoire en fait du Gondor. Mais pour s'intéresser à l'histoire du Gondor, comme on l'a déjà dit souvent, il faut aller encore plus loin. Il faut retourner aux temps anciens et plus précisément au premier temps du retour des elfes en Terre du Milieu après leur grande migration vers Valinor, et donc à l'histoire d'un certain Féanor.
Évidemment. Alors de tous les elfes, Fëanor fut le plus illustre et le plus versé dans les savoirs et savoir-faire, mais aussi le plus orgueilleux et le plus opiniâtre. Il créa les 3 joyaux appelés Silmarils, illustres pierres imprégnées de l'éclat et de la lumière des 2 arbres de lumière, Telperion et Lorelin, arbres qui étaient donc à Valinor et qui permettaient de donner de la lumière au monde. En fait, un arbre, il se relayait en quelque sorte comme des sortes de prémices de l'astre solaire et lunaire, un qui s'allumait le jour avec une lumière plutôt dorée et l'autre, entre guillemets, la nuit avec une lumière plutôt argentée. La nuit et le jour n'existant pas encore vraiment à ce moment-là, je m'avance un peu. D'ailleurs, est-ce que les elfes dorment ? Et donc, est-ce qu'ils avaient besoin de ce cycle jour-nuit, entre guillemets ? Eh bien non, ils dorment pas, ça on le sait. Ouais. Ils n'ont pas cette, en tout cas, ils n'ont pas vraiment besoin de dormir comme les humains. Ils ont une forme de méditation comme ceci. Mais ce qui est rigolo, c'est de penser que, en fait, je sais pas. Est-ce qu'il y avait déjà des Édins qui avaient été, parce que le moment de la création des Édins, donc des humains, n'est pas très précis dans l'œuvre de Tolkien. On les voit arriver pour la première fois en Beleriand après la création du Soleil et de la Lune. Mais est-ce qu'au moment des années des arbres, ils existaient déjà ? Donc, est-ce qu'il y a eu des humains ? Est-ce qu'il y avait des ancêtres, en tout cas vers la fin des âges des arbres qui vivaient ? Ça, j'avoue, je ne sais pas. En tout cas, Morgoth, l'ennemi, donc le seigneur du mal, convoitait les joyaux, les Silmarils, et les déroba en tuant le père de Fëanor. Après cet acte, il détruisit aussi les arbres de lumière et emporta les Silmarils en terre du milieu, les enfermant dans sa puissante forteresse. Fëanor, contre la volonté des Valar, donc des dieux, abandonna le royaume bienheureux et à la tête d'une armée qu'il forma, s'exila en terre du milieu, avec l'intention de contraindre Morgoth à lui restituer les joyaux. Cette guerre, qui vit l'apparition des premiers astres solaires et lunaires et le début du premier âge, se finit en une déroute complète de l'armée de Fëanor à sa mort, mais aussi à une retraite de Morgoth dans sa forteresse au plus profond de la terre. Donc voilà, c'est à ce moment-là que la lune et le soleil sont apparus. C'est au moment où en fait Fëanor, enfin c'est plutôt quand l'armée de Fingolfin, le demi-frère de Fëanor qui le suivait, sont arrivés en terre du milieu, que en fait les dieux ont créé donc l'astre solaire et lunaire, et donc le monde, en tout cas le monde tel qu'on connaît aujourd'hui, à ceci près que la Terre était encore plate, pour les quelques platistes qui nous écouteraient. À ce moment-là, c'était une vérité. À la suite de cette guerre et de l'arrivée des elfes en terre du milieu, ces derniers se mélangèrent aux elfes qui étaient restés sur ces terres et n'étaient jamais venus en Valinor. Ça, je ne vais pas y revenir, mais lors de la migration des elfes vers Aman, les terres bienheureuses, certains sont restés, et donc là, les elfes qui sont revenus les rencontrent. Il y eut d'autres guerres contre Morgoth qui se réveilla plusieurs fois, et c'est à peu près à cette période que les hommes, appelés les Édins, répartis en 3 peuples, arrivèrent à l'ouest de la Terre du Milieu, dans ce qu'on appelait à l'époque le Beleriand. Ils s'allièrent donc aux elfes contre Morgoth. Durant l'histoire de ces 2 peuples, on constate 3 mariages contractés entre les 2 races, celui de Lúthien et Beren, celui d'Idril et de Tuor, et enfin celui d'Arwen et d'Aragorn. Par cette dernière union, les branches longtemps disjointes des demi-elfes se trouvaient réunies et leur lignée rétablie. Alors je vais revenir un peu sur ces couples. Le premier, Lúthien, était la fille du roi Thingol, roi du Doriath au premier âge. Donc le Doriath, c'est une région dans le Beleriand, en terre du milieu. Et sa mère était Mélian, issue du peuple des Valar, donc une déesse. C'était une Maya pour être précis, donc une déesse. Beren, quant à lui, était fils de Barahir, de la première maison des Édins, donc un humain. Ensemble, ils dérobèrent un Silmaril à la couronne de fer de Morgoth, et Lúthien décida d'abandonner sa condition d'immortel pour finir sa vie aux côtés de son amoureux. Elle eut un fils, Dior, qui lui-même eut une fille, Elwing, demeurée en possession du Silmaril. Donc ça, pour cette histoire plus précise, je vous ramène au conte de Beren et Lúthien que j'avais conté, je pense, dans un des derniers épisodes de la saison 3. Ça devait être... je l'ai plus... Ouais, ça, ce genre de détails, on n'arrive jamais à voir, mais on devrait, ouais. Ça se trouve. En tout cas, c'est dans les derniers épisodes de... Bah écoutez, réécoutez l'entièreté du podcast et vous tomberez dessus. En commençant bien par le tout premier épisode. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, ça a été compté. L'histoire de Gondolin aussi, j'y viens maintenant aussi, je l'avais compté. Donc pour le coup, c'est Idril et Tuor. Alors Idril était la fille de Turgon, le roi de la cité cachée de Gondolin, et Tuor était le fils de Huor de la maison de Nador, la 3e maison des Édins, et celle qui s'illustra tout particulièrement dans les guerres contre Morgoth. Ils eurent un fils,
Eärendil, qui épousa Elwing, donc fille de d'Ior, lui-même fils de Beren et Lúthien. Et grâce au pouvoir du Silmaril, il parvint à trouver la terre des elfes et à venir en tant qu'ambassadeur à Valinor pour quérir leur secours face à Morgoth, pour quérir le secours des dieux face à Morgoth. Eärendil ne fut pas autorisé à retourner en Terre du Milieu, mais on lui accrocha son Silmaril au front et on lui donna un bateau qui eut la capacité de voler, et il devint une étoile guidant les armées contre Morgoth. Les fils d'Eärendil se nommaient Elros et un certain Elrond, les demi-elfes. En eux seuls se maintient la lignée des chefs héroïques qui gouvernèrent les Édains, donc les hommes, durant le Premier Âge et après la chute de leurs descendants. Ils furent aussi les seuls en Terre du Milieu à représenter le lignage des 3 grands elfes. Donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement Elrond et Elros sont vraiment... Ils ont en eux l'héritage des plus illustres héros, que ce soit dans la race des elfes et des hommes. Ils sont en fait l'incarnation de l'héroïsme parfait entre les deux races. Oui, allez voir leur arbre généalogique, c'est assez drôle de remonter un peu. Il y en a beaucoup sur Google. J'ai toujours été assez épaté en allant fouiller là-dedans, c'est toujours assez chouette. Bah oui, mais donc c'est fou de se dire que Elrond est le fils direct d'Eärendil, donc d'une étoile, et que donc Arwen est la petite fille d'une étoile, quoi. Oui, Aragorn, descendant lui-même d'Elros, a en son sein le même linéage, en fait, bon, très très long, très très lointain, mais Aragorn est aussi, entre guillemets, descendant de juste la lignée la plus incroyable qui est en Terre du Milieu, quoi. Bah, ouais, en plus d'Eärendil, donc d'Elwing, et donc aussi du côté de Beren et Lúthien, puisque Elwing est la petite fille de Beren et Lúthien. Donc en fait, il a vraiment le sang de Beren et Lúthien, le sang d'Eärendil, donc de Tuor et Idril, donc de Turgon, le roi de Gondolin. Donc en fait, il a vraiment le sang des plus grands noms qu'on peut imaginer. Donc quand dans les films, Aragorn arrive avec ses compétences de rôdeur, à savoir ce qui s'est passé, où sont allés les hobbits, dites-vous qu'il y a un petit peu plus de magie que juste des compétences de tracker basiques. Mais c'est sûr. À la fin du Premier Âge, donc à la fin de la guerre contre Morgoth qui vit la destruction du Beleriand, les Valar contraignirent les demi-elfes, donc Elrond et Elros, à choisir entre leur destin d'homme ou leur destin d'elfe. Elros choisit la race des hommes et devint le premier roi de Numénor, une île donnée aux hommes pour les remercier de leur aide, durant la guerre contre Morgoth. On bénit les peuples qui vivaient sur cette île d'une longue vie, et ils purent jouir de cette magnifique terre. Au centre de cette île se dressait le Menel Tarma, une grande montagne du haut de laquelle on pouvait distinguer la tour d'Erza, le grand port des Eldar, donc des elfes, au début de la terre d'Aman. Donc on pouvait voir en fait depuis la montagne de Numénor les rivages en fait de la terre des elfes, là où se trouve Valinor. À ce moment-là, les Numénoréens avaient beaucoup de contacts avec les elfes qui se rendaient régulièrement sur l'île et leur offraient de nombreux cadeaux, bien qu'ils n'aient pas le droit de se rendre dans le pays des elfes. Les rois de Numénor étaient nommés à la manière elfe, avec un Tar, T-A-R, devant leur nom, par exemple. J'en cite quelques-uns: Tar Miniature, Tar Amendil, Tar Elendil, Tar Meneldur, Tar Aldarion, Tar Ankalimé, fille d'Aldarion et première reine de Numénor. Mais après Tar Kalmassil, les rois assumèrent la royauté sous un vocable en langue numénoréenne, car ils voulaient s'émanciper de toute culture elfe, et ils s'appelèrent donc avec Ar, donc AR, suivi de leur nom, par exemple Ar Zimraton, Ar Gimilzor, jusqu'à Ar Inziladun, qui lui reconnut les erreurs de ses prédécesseurs et changea son nom en Tar Palantir, le clairvoyant, et sa fille aurait dû régner en tant que 4e reine sous le nom de Tar Miriel, mais le neveu du roi usurpa le sceptre et il fut Pharazôn le Doré, dernier roi des Numénoréens. Durant l'existence de Numénor, certains rois de Numénor entreprirent de retourner en Terre du Milieu pour y installer des avant-postes, des ports, comme Aldarion qui installa plusieurs colonies. Aldarion, dont vous pouvez retrouver l'histoire, je l'avais conté aussi durant le podcast, mais dans les Contes et légendes inachevées, il y a toute l'histoire d'Aldarion avec sa fille Ankalimé. Donc c'est ce roi qui en fait était vraiment amoureux de la mer, qui délaissa sa femme énormément. Et c'est tout un récit éminemment féministe, pour le coup, on peut le dire, avec des tirades de sa femme et de sa fille qui deviennent en fait complètement opposées aux hommes, jusqu'à ce que sa fille reine s'entourera d'une cour exclusivement féminine pour ne pas être entourée d'hommes. Enfin, voilà, parce que leur père les avait... Enfin, le père
l'avait abandonné toute sa vie. Donc ça, je vous laisse à ça. Donc, ils reprirent beaucoup contact avec la Terre du Milieu. Le royaume de Numénor perdura jusqu'à la fin du Second Âge, et au fur et à mesure, on constatera une tendance à se durcir et à se tourner vers le mal. Les ports et les colonies qui avaient été instaurés au début pour reprendre contact avec les habitants de la Terre du Milieu se transformèrent bientôt en forteresses, et ils commencèrent à réduire en esclavage ou utiliser des peuples asservis dans la Terre du Milieu pour leur propre compte. Ce fut Tar Atanamir qui, le premier, se déclara ouvertement contre l'interdit des elfes d'aller en Valinor, affirmant que la vie des elfes lui revenait de plein droit, et l'ombre alors s'épaissit et la pensée de la mort assombrit le cœur des peuples. Et les Numénoréens se scindèrent. D'un côté se trouvaient les rois et ceux qui prirent leur parti et qui se détournèrent des elfes, et de l'autre ceux, et ils étaient peu nombreux, qui se dirent des fidèles des elfes et qui vivaient en majorité à l'ouest de Numénor. Les rois et leurs partisans abandonnèrent peu à peu l'usage des langues elfes, ce qui mena donc au nom numénoréen. Et les elfes jamais plus ne se montrèrent à Numénor. Ils se mirent alors à créer des tombeaux plus grands que les temples et à chercher sans cesse à contrer la mort. Donc voilà, on l'a déjà aussi beaucoup expliqué, mais effectivement, dans l'histoire de Numénor, ce qui va vraiment chambouler la vie de Numénor, en fait le destin de l'île, c'est cette peur de la mort, c'est ce destin que les hommes ont, c'est-à-dire de mourir malgré leur longue vie dont ils étaient pourvus à Numénor. Ils devaient mourir. Et du coup, en fait, les descendants d'Elros et les habitants de Numénor se demandaient pourquoi est-ce qu'Elros avait pris ce destin d'homme, finalement, puisqu'il avait eu le choix d'avoir la vie éternelle des elfes. Et ils commencèrent à jalouser, en fait, la vie des elfes, la vie éternelle. Et au fur et à mesure des rois, eh bien, cette obsession pour la mort va les mener à mener un culte, en fait, pour la mort, à créer des tombeaux et à vouloir s'emparer du pouvoir des elfes jusqu'à, en fait, l'irréparable, comme on va le voir maintenant, avec Ar-Pharazôn. Ar-Pharazôn qui, lui, était le dernier roi de Numénor et qui fut le plus puissant et le plus glorieux. Il ambitionnait la conquête du monde. Avec ses armées, il attaqua le pays d'Umbar, donc c'est la partie sud, la partie du Harad de la Terre du Milieu, pour vaincre Sauron qui gouvernait ces terres. Si puissants et splendides étaient les Numénoréens que les propres serviteurs de Sauron l'abandonnèrent. Et Sauron fut soumis. Vous imaginez à ce moment-là la gloire et la puissance de ces soldats. Demandant son pardon, Sauron fut emmené par Ar-Pharazôn, qui lui était plein d'orgueil, à Numénor. Mais bientôt, Sauron, alors qu'il était prisonnier, ensorcela Ar-Pharazôn. Il utilisa sa ruse pour devenir maître de son conseil. Il mentit au roi, lui déclarant qu'il pourrait jouir d'une vie éternelle s'il devenait maître des terres immortelles, des terres des elfes. Ar-Pharazôn prêta l'oreille à ses discours, car la peur de la mort le hantait. Il arma la plus puissante escadre jamais vue en ce monde, et lorsque tout fut prêt, il attaqua Aman, le pays des Valar et des Elfes. Je vais revenir un peu par rapport à ce qui se passe avec Ar-Pharazôn et Sauron. Mais quelle erreur, quelle erreur! Ah, mon Dieu. C'est aussi à ce moment-là, je ne le précise pas ici, ce n'est pas précisé dans les appendices, mais c'est aussi à ce moment-là que les Numénoréens vont commencer à vouer un culte à Morgoth, en tout cas une partie des Numénoréens évidemment. Ils vont détruire le temple qui est sur le Meneltarma, la haute montagne, qui était un temple qui était voué à Ilúvatar, au dieu de tout, et ils vont en faire un temple à Morgoth. Ils vont commencer à faire des sacrifices humains, enfin vraiment, ça commence à être très 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 dark. Et donc, Ar-Pharazôn va finir par attaquer, vous imaginez, la terre des elfes avec ses armées. Quand même, il faut quand même avoir du culot pour le faire. Clairement. Quoi. Et tu parlais de la grandeur des soldats numénoriens. Il faut vraiment se rendre compte qu'à cette époque-là, les Numénoriens sont considérés comme les meilleurs combattants de la Terre du Milieu, potentiellement même à égalité, si pas meilleurs que les elfes ou que certains elfes. Elendil, d'ailleurs, est un gars qui fait 2 mètres de haut et qui est connu comme l'un des meilleurs combattants que la Terre du Milieu ait connu. Et c'est pas pour rien que ce sera lui qui va mettre le coup de grâce, en tout cas avec Gil-galad, à Sauron, quoi. Donc on peut s'imaginer des soldats quand ils doivent débarquer à Umbar. Je pense que moi je serais pas resté, en tout cas. Non, c'est ça, mais il est dit clairement que même les serviteurs de Sauron ont tellement peur des Numénoréens qu'ils abandonnent Sauron. Donc c'est quand même, là on est quand même à l'inverse de ce qu'on peut voir dans la guerre de l'anneau, où des gens abandonnent le bien pour se tourner vers Sauron tellement ils ont peur de Sauron. Là c'est l'inverse, ils ont peur des Numénoréens. C'est quand même, voilà. Et je reviens donc à Ar-Pharazôn qui attaque donc les terres des elfes. Bon là, malgré que ce soit des gros guerriers, il s'attaque quand même à des dieux. Oui, parce qu'il y a les elfes et il y a les Valar qui y vivent, donc il y a des dieux.
Et donc, quand Pharazôn met le pied sur le rivage d'Aman, les Valar, les dieux, renoncèrent à leur tutelle, parce qu'en fait, ils avaient une tutelle sur les Numénoriens, et demandèrent l'aide d'Ilúvatar. Numénor fut donc détruite par le dieu des dieux, une des rares interventions directes d'Ilúvatar, le dieu ultime, l'unique, si on veut. Et donc il va détruire Numénor, il va l'engloutir par la mer, et les terres immortelles des elfes vont être détachées à jamais des cercles du monde. En fait, là, ce qui va se passer, c'est que la terre, désolé les platistes, va devenir ronde. Il va garder les terres d'Aman, les terres des elfes, à l'horizon, il va courber la mer pour en faire un cercle, en fait, faire une boule, et les terres vont rester à l'horizon en l'air, quoi, dans l'espace, si vous voulez. Accessible par un espèce de pont d'eau magique à partir de maintenant, qu'on se le si dise, tu es un dieu, quoi, ou si tu as la possibilité. En tout cas, si les tu hommes... as les accords, en tout cas. En tout cas, les hommes, eux, s'ils continuent sur la mer, ils vont pas arriver aux terres, ils vont faire le tour de la terre, comme aujourd'hui. Les derniers chefs des fidèles, de ceux qui étaient restés fidèles aux elfes, Elendil et ses fils, échappèrent à la submersion avec 9 navires portant une graine de Nimlot et les 7 pierres clairvoyantes. Nimlot qui est donc un descendant de Telperion, un des arbres de lumière, qui deviendra donc l'arbre blanc du Gondor. Pouce qui a été récupéré par Isildur lui-même au péril de sa vie, vraiment juste avant de partir, parce que cet arbre était lourdement gardé et il s'est infiltré et a été vite reprendre une pousse. Et bien voilà, donc ils partent avec cette pousse et avec les Palantyres. Et voguant sur les ailes d'une puissante tempête, ils furent jetés à la côte en terre du milieu, et c'est là, au nord-ouest, qu'ils établirent les royaumes numénoréens en exil, Arnor et Gondor. Elendil en fut le grand roi, et il vécut au nord à Anuminas, et ses fils Isildur et Anarion gouvernèrent le sud, le Gondor. Ils fondèrent Osgiliath, entre Minas Ithil et Minas Anor, non loin des confins du Mordor. Oui, parce qu'il faut savoir que Minas Anor, donc ça va être Minas Tirith dans le futur, mais au début elle s'appelle Minas Anor. Donc voilà. Non loin des confins du Mordor, car ils pensaient que Sauron avait péri durant la submersion de Numénor. Mais évidemment, Sauron deuxième erreur avait survécu, évidemment. Et ça, on peut argumenter que c'est potentiellement aussi un peu quelque chose à la Glorfindel, c'est-à-dire que la chute de Numénor n'étant à la base pas vraiment une histoire qui était inscrite dans le Légendarium et dans l'histoire d'Arda et de la Terre du Milieu, potentiellement qu'en recollant les morceaux, Tolkien a dû se dire merde, j'ai 2 histoires, j'ai un Sauron qui est mort, comment je fais maintenant parce que j'en ai besoin pour la suite. C'est évidemment très rarement vu, hein, cet esprit qui part de Numénor, qui survit et qui arrive en Terre du Milieu pour devenir d'ailleurs le nécromancier. Donc potentiellement il y a des gens qui argumentent que c'est un peu des rafistolages à la Tolkien. Ouais, peut-être, ou en tout cas ça tombe bien, car ça va être important pour la suite, pour le destin de Sauron, puisqu'en fait, il ne va pas mourir effectivement dans l'histoire, mais son corps, lui, va être détruit. Son corps, en fait, d'elfe très très beau, hein, parce qu'à l'époque, c'était un personnage plutôt présentable, qu'on aurait présenté à sa belle famille. Oui, clairement. Anatar de Lord of Gift, hein, je ne sais pas si tu l'as dit. Non, je n'ai pas dit son nom. Il se faisait appeler à ce moment-là Anatar, en anglais The Lord of Gift. Donc je ne sais pas en français, c'est le seigneur des cadeaux ou quoi que ce soit, mais c'est cette image magnifique et très plaisante qui a évidemment aussi plu à beaucoup à Ar-Pharazôn. D'apparence elfique très séduisante, et c'était une de ses capacités, c'était de pouvoir changer de forme selon la personne à qui il s'adressait. Il pouvait être très beau et très séduisant, tout autant qu'il pouvait être très effrayant. Il pouvait également prendre la forme d'un loup-garou, d'un grand vampire. Ça, on l'a vu dans l'histoire de Beren et Lúthien. Ouais, tout à fait. Ouais. Il se transformait en créatures diverses et variées, mais à partir de ce moment-là, à partir de la destruction de Numénor, et donc il va quand même être blessé, si on veut, parce que son corps, lui, donc, va être détruit, mais son esprit de pure haine avait été porté par un vent ténébreux, et jamais plus, à partir de ça, il ne fut capable de revêtir une forme plaisante aux yeux des humains. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il va revêtir plutôt son armure noire, et en tout cas un côté beaucoup plus hideux, car il devint, Tolkien le dit, tout noir, hideux, et exerça son pouvoir désormais uniquement par la terreur et plus par la séduction. Ouais. Il demeura au Mordor, caché un long temps en silence, mais sa colère fut épouvantable lorsqu'il apprit qu'Elendil, qu'il haïssait plus que toute autre créature, lui avait échappé et qu'il aménageait un royaume sur ses frontières. C'est pourquoi il déclara la guerre aux exilés, et Orodruin, la montagne du destin, s'embrasa.
Mais Sauron avait frappé trop tôt avant que ses propres forces ne furent reconstituées, ce qui lui arrive souvent, hein, on peut le marquer, et il fut vaincu lors de la dernière alliance et perdit son anneau. C'est ainsi que prit la fin du second âge. Et donc je reviens là-dessus, c'est effectivement Sauron a frappé trop tôt, erreur qu'il commettra encore durant la guerre de l'anneau, pris par en fait son désir de vengeance, de colère, sa haine. Et sa peur aussi sa peur de se en faire l'occurrence d'Aragorn. Ouais. Elendil la première fois, la peur d'Elendil et des forces qu'il pourrait y avoir contre lui, et donc il les frappe trop tôt et donc il est pas assez prêt. Et Aragorn la deuxième fois, son descendant. 3000 ans plus tard. Ouais. Et il commet la même erreur pour sa destruction finale. Donc voilà, ça c'est l'histoire globale en tout cas jusqu'à la création du Gondor et de l'Arnor. Je vais maintenant m'attarder un peu plus sur les lignées. Hein, donc dans les appendices, nous avons des chapitres sur les lignées. Donc la lignée du Nord, tout d'abord, c'est donc la lignée directe d'Elendil et puis d'Isildur, parce qu'à la mort de Elendil, Isildur va devenir roi d'Arnor et son frère Anarion restera roi du Gondor. Arnor donc reste un royaume uni de roi en roi jusqu'à Erendur, qui voit ses 3 fils se disputer pour la succession de la gouvernance. Le royaume est donc divisé en 3 à la suite de la mort d'Erendur. Ça c'est le grand schisme, on en parle souvent dans l'histoire d'Arnor, en tout cas de la Terre du Milieu. Donc l'Arnor se divise en 3 royaumes à partir de ce moment-là, l'Arthedain, le royaume de Cardolan et le royaume de Rudor. Le royaume d'Arthedain est dirigé par Hamlet, le royaume de Cardolan par Torondur et le royaume de Rudor par Aldarion. Plusieurs fois dans l'histoire de ces 3 royaumes, certains rois essayeront de rassembler les 3 pour reformer l'Arnor, mais s'invite bientôt dans la conversation un certain roi sorcier Angmar, qui vient installer son royaume au nord. Le Rudor tombe rapidement, suivi du Cardolan un peu plus tard, et ensuite l'Arthedain reste seul face au roi Angmar. En 1974 du Troisième Âge, le roi sorcier lance, donc là on est presque 2000 ans après la chute de Sauron, hein, le roi sorcier lance finalement sa 3e et dernière invasion. La ville de Fornost, capitale d'Arthedain, est perdue et Arveduy, dernier roi d'Arthedain, en est chassé. En 1975, l'armée du Gondor, avec le soutien des elfes, des Havre-Gris et de Foncombe, écrase définitivement le roi sorcier d'Angmar à la bataille de Fornost. Arveduy est perdu en mer et meurt noyé. Le royaume d'Arthedain disparaît avec son roi, mais son fils, Aranart, devient le premier chef des rôdeurs du Nord, lignée qui continuera jusqu'à Aragorn. Donc ça c'est pour la lignée du Nord, je résume en 2 mots. Donc on a souvent d'abord l'Arnor jusqu'à Erendur. Erendur meurt et il laisse son royaume à 3 fils qui divisent en fait le royaume en 3 royaumes, l'Arthedain, le Rudor et le Cardolan. Le roi sorcier Angmar leur fait la guerre, il détruit les 3 royaumes, mais il est vaincu quand même par le Gondor et par les elfes. Et ensuite, c'est Aranart qui devient le premier chef des rôdeurs du Nord, lignée qui continuera jusqu'à Aragorn. Mais FX va vous expliquer ça dans quelques instants en plus grand détail. Comme ça, vous aurez un plus grand aperçu de ce qui s'est passé. Et pour la lignée du Sud, donc la lignée du Gondor, ce sont donc les héritiers d'Anarion. La lignée continue sans problème durant le Troisième Âge, avec par-ci, par-là quelques petits soucis, comme par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est le règne de Castamir, surnommé l'usurpateur, qui s'empara du trône d'Eldacar, son cousin Eldacar, donc, qui était roi du Gondor à ce moment-là, car en fait on estimait que Eldacar n'avait pas le sang assez directement d'Anarion. Sa mère était une femme du Nord, de Rovagnon, que son père avait épousée, donc c'était une femme qui n'était pas bénie d'une longue vie, elle n'était pas descendante des Núménoréens. Et donc, il y avait tout un clan qui estimait que Eldacar n'avait pas le sang assez pur et n'était pas roi légitime. Alors son cousin Castamir prend son trône avec ses partisans. Il fut ensuite chassé de nouveau par Eldacar, finalement, qui reprendra le trône. Et Castamir va créer un royaume indépendant à Umbar, qui devint ennemi du Gondor. Voilà. Puis la lignée du Gondor continue sans trop de problèmes, jusqu'à Ondoer, en 1944 du Troisième Âge, dont les 2 enfants Artamir et Faramir, ne confondez pas avec celui que vous connaissez, c'est un autre, qui furent tués au nord en combattant les chariotiers, les gens du chariot. Donc il n'avait plus de descendants Ondoer. Cela entraîna une querelle de succession et c'est finalement un cousin éloigné d'Ondoer qui hérita de la couronne. Donc là on a la lignée en fait qui ne devient plus directe à partir de ce moment-là. Elle est directe mais on remonte à partir de lui 4 générations plus haut pour retrouver. Donc il est bel et bien descendant direct d'Anarion, mais ce n'est plus la lignée. Faut s'accrocher avec tous ces noms. Hein. Ah, oui. Ouais, mais franchement, je vous dis là, auditeurs et auditrices,
Normalement, il y a 80 000 noms en plus. J'en ai gardé 3-4. Je les ai comptés Mais moi-même. Parce On que va- des importants, mais vraiment. On va revoir avec moi un peu plus en détail. Vous allez voir, c'est assez passionnant et ça exprime et explique énormément de choses dont on a parlé pendant, dont on a essayé de deviner, de comprendre le Gondor lors du podcast. Mais vous verrez que quand on est un peu plus dans les détails, c'est un peu plus digeste parce qu'évidemment, on passe entre guillemets un peu plus de temps sur chaque personnage, même si moi aussi j'ai coupé une grosse partie. Ouais. Mais bien sûr, parce que là, si vous regardez les appendices, il y a vraiment des arbres généalogiques où il y a je sais pas combien de noms, mais ça ne sert à rien que je vous les cite là, vous ne retiendrez On aucun. va dire qu'il y a Et, un nom important, plusieurs noms et puis encore un nom important. Donc Ouais, évidemment, il ne se passe pas quelque chose le de temps. mémorable à toutes les Mais en générations. tout cas, si vous devez retenir ici, moi ce que j'aime bien retenir, c'est Anarion, premier roi de Gondor. Et puis ensuite, il y a cette histoire intéressante avec Eldacar et Castamir, avec Castamir qui essaye de prendre le pouvoir, puis qui est chassé, qui devient un roi de Umbar, peuple qui sera important, puisque les corsaires d'Umbar, durant la guerre du Troisième Âge, de l'Anneau, on les connaît, hein, ce sont les corsaires dont Aragorn s'empare des bateaux avec l'armée des morts. Donc c'est des descendants de Castamir. Et donc jusqu'à Ondower qui lui perd ses 2 fils, et donc là il y a un twist dans la succession, on va chercher un cousin, voilà. Et ensuite On va chercher un cousin. bah ouais. Un vieux cousin dans le fond de la pièce. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis ensuite nous avons Earnil II et puis Earnur qui lui se vit lancer un défi par le roi sorcier et qui en 2050 partit vers Minas Morgul. Et on ne le revit plus jamais, et c'est alors qu'il n'y eut plus de roi pour le trône du Gondor. Quelle erreur, mais Et quelle donc, erreur! Commença la lignée des intendants, lignée qui commença en Húrin, le premier intendant. Et ça, je vais vous expliquer maintenant. Mais donc voilà, le dernier roi du Gondor, c'est donc Earnur qui va relever ce défi à Minas Morgul, et qui donc éteint la lignée des rois de Gondor, que Aragorn reprendra 1000 ans plus tard. Et pour finir avec la lignée donc du Gondor, en quelques mots, donc la lignée des intendants, aussi importante évidemment. Húrin, H-U-R-I-N, est le premier intendant connu en Gondor à l'époque, mais c'est une fonction qui au début n'est que celle d'un conseiller, parce qu'il y a encore un roi. Il est l'intendant du roi Minardil vers 1630, donc 300 ans avant que le dernier roi du Gondor meure. Et c'est à partir de la mort d'Earnur en 2050 que les intendants deviennent souverains, en commençant par Mardil Voronwë. Ensuite, nous avons Eradan, Erion, Belegorn, Húrin Ier, Túrin Ier, Ador, Barahir, Dior, Denethor Ier, Boromir, Kirion, etc., jusqu'à Ectelion II, Denethor II, et ensuite, évidemment, vous le connaissez, Faramir. Oh. Et voilà. Comme quoi, tous des noms connus aussi. Hein, je réinsiste un peu là-dessus, mais vous l'aviez sûrement déjà remarqué. Beaucoup de noms qui ont été récupérés, qui ont été... Voilà, Ectelion, qui est le nom d'un elfe majestueux qui a tué un des Balrogs. Vous avez plusieurs Denethor, plusieurs Boromir, plusieurs Húrin, évidemment, etc. Húrin, Donc voilà, donc c'est illustre héros du premier âge. Et c'est pas une fainéantise de la part de Tolkien, je pense. C'est vraiment juste la vérité. C'est les noms se reprennent. On a combien de rois Henri et de Charles, etc. Donc, D'autant plus que les noms reviennent souvent pour des raisons, des traditions dans les peuples. Ça, ouais. Par exemple, chez les nains, on le verra plus tard, il y avait et on en avait déjà parlé, le nom d'Húrin, qui revenait souvent quand on avait un nain qui naissait et qui reprenait les mêmes caractéristiques, capacités physiques que le premier d'Húrin, qu'on appelait également Trompe-la-Mort. Donc c'était un nain très fort, très résistant, Mais là, très puissant. Il y a une histoire presque de réincarnation. On le voyait chez les presque nains. comme une réincarnation. Et chez les hommes, par exemple, le Húrin dont tu parlais, il a le même nom que le fameux premier Húrin qui avait affronté Morgoth du premier âge. Et là, c'est parce qu'il était très beau, il avait de nombreuses caractéristiques qu'on lui a attribuées, comme ce fameux premier Húrin. C'était aussi une manière de leur donner bon présage et d'honorer leurs ancêtres. Et sur ce, lançons-nous, comme on le disait, dans cette analyse un peu plus détaillée de toute cette époque. Donc on va dire à peu près depuis l'établissement des anciens Núménoriens, maintenant devenus Dunedain,
en Terre du Milieu jusqu'à tout simplement Aragorn. Et nous commençons donc avec l'Eriador, l'Arnor et les héritiers d'Isildur. Donc l'Eriador est le nom de cette région, à gauche des montagnes de brume, qui englobe la quasi-totalité de l'ouest de la Terre du Milieu, et dont le royaume d'Arnor était le seul, entre guillemets, propriétaire, du moins au summum de sa puissance. Elle s'arrête au sud par la rivière du Flot Gris, à l'est à Faucombe et à la Houssaye, Houssaye qui est la traduction de la région d'Eregion. Je ne sais pas trop pourquoi on a traduit cette région qui pour moi a un nom un peu elfique. Oui, Eregion. Au nord-ouest, elle s'arrête à la rivière de Lune, et généralement, les hommes n'y allaient pas, étant un pays d'elfes, sereins et verdoyants, et des nains y vivent encore à l'est des montagnes bleues, surtout au niveau du golfe de Lune, où ils ont encore des mines actives. C'est vraiment tout à l'ouest de la Terre du Milieu, en nord-ouest. Regardez sur une carte. Ouais, je vous invite vraiment à prendre la fameuse carte Thierry Jungle, parce qu'il va y avoir ici des villes à identifier sur la carte. Après Elendil et Isildur, l'Arnor est gouverné par 8 grands rois. À la mort d'Earendur, le royaume a été divisé en 3, donc on le disait, on l'a déjà souvent dit, l'Arthedain, le Rhudaur et le Cardolan. En Arthedain, la lignée d'Isildur persiste, mais au Cardolan et au Rhudaur, elle s'éteint rapidement. Des conflits éclatent entre ces deux royaumes pour le contrôle des collines du temps, qui précipitent le déclin des Dunedains. Amonsul, avec sa Palantir, est une des sources majeures de discorde, et c'est au début du règne de Marvegil d'Arthedain que le roi sorcier établit son royaume d'Angmar. Son objectif est de détruire les Dunedains en Arnor en profitant de leur division. Évidemment. Ce méchant roi sorcier. Oui, il voit la différence entre le Gondor et l'Arnor et essaye vraiment de profiter de ça pour mettre l'Arnor à mal. Vous verrez plus tard que le Gondor, c'était pas du tout le moment de s'en occuper. Sous Argeleb, les rois d'Arthedienne revendiquent leur souveraineté sur tout l'Arnor, étant les seuls descendants d'Isildur, mais le Rhudaur s'y oppose, ayant à sa tête un seigneur maléfique en alliance secrète avec Angmar. Argeleb renforce les collines du temps, mais est tué dans la guerre contre le Rhudaur et Angmar. Sous le règne d'Arveleg, son fils, l'ennemi est repoussé avec l'aide du Cardolan et du Lindon. Pendant de nombreuses années, l'Arthedain et le Cardolan ont défendu la zone frontalière comprenant les collines du temps, la Grande Route et le cours inférieur du Fond Grise. Faucombe est également assiégé à cette époque. En 1409, Angmar envahit le Cardolan, tuant Arveleg et détruisant la tour d'Amonsul. Le Rhudaur est occupé, les Dunedains massacrés ou en fuite vers l'ouest. Arafor, fils d'Arveleg, vous verrez souvent qu'à chaque fois qu'on a un nouveau nom, c'est tout simplement le fils. Donc on est un peu généralement de fils en fils. Hein. Surtout que ce sont des rois qui vivent à cette époque-là très longtemps. Donc c'est à chaque fois plus ou moins 150 ans d'histoire qu'on passe en un coup, quoi. Arafor est donc jeune mais courageux et repousse l'ennemi de Fornost avec l'aide de Círdan, notre cher Círdan. Vous allez voir qu'il a une part très importante dans toute cette histoire. Quelques Dunedains du Cardolan résistent ou se réfugient dans la forêt et Angmar est tenu en échec par les elfes venus de Lindon et de Faucombe grâce aussi à Elrond qui ramène des renforts de la Lorienne. Donc c'est aussi une époque où tous les plus beaux peuples de la Terre du Milieu se battent ensemble, hein. Enfin, et c'est triste à se dire, mais c'est les restes de peuples encore plus illustres qui vivaient au Beleriand lors du Premier Âge. Les Noldor étant aussi en perdition, etc. Déjà les restes. Ouais. C'est aussi à cette époque que les Forteaux étant une des catégories de hobbits, hein, on va dire. Les forts. Les forts, oui, ou les Forteaux, les forts émigrent à l'ouest et au sud pour fuir la guerre. Donc certains reviendront vivre en pays sauvage près de la rivière des Iris, à côté des champs aux Iris, où Isildur a perdu la vie à ce moment-là, 14 siècles auparavant. Et on se souvient que c'est de là qu'ils venaient. Hein. Donc ils venaient déjà de l'est des montagnes de brume. Et ils sont venus à l'ouest et ils reviennent. D'autres iront évidemment au sud, vers Brie et la Comté. Et les forces c'est de eux que sont issus Sméagol et Déagol, n'est-ce pas ? Et c'est cette partie des hobbits donc, qui sont partis à l'ouest des montagnes de brume, qui sont revenus du coup à l'est, que dont fait partie Sméagol, etc. Puisque lui, il va trouver l'anneau au champ des Iris. Qui vivait sur et près des cours d'eau. De là où ils avaient migré avant. Et donc tout ça est dû à ces fameuses guerres avec Angmar qui se passent vraiment quasiment pile poil à cet endroit-là, autour de Faucombe, etc. quoi. Tout est lié, c'est incroyable. Mais vraiment, hein, c'est... Sous le règne d'Argeleb II, une épidémie de peste frappe l'Eriador, tuant la plupart des habitants du Cardolan, tandis que des esprits maléfiques envahissent les tertres abandonnés, notamment les tertres de Tirn
Gortad, anciens et vénérés, qui servent de sépulture à de nombreux seigneurs et rois d'autrefois, notamment des Édins, avant qu'ils ne traversent en Beleriand. On parlait donc de ces fameux Édins, les ancêtres des hommes, qui le traversent donc en Beleriand, dont seul demeure aujourd'hui le pays de Lindon. Alors j'ai gardé cette petite phrase parce que c'est assez intéressant. Le pays de Lindon, capitale des Noldor, en tout cas au début de ce siècle, serait en fait encore une partie du Beleriand, entre guillemets rattachée à la Terre du Milieu, mais Lindon en fait serait encore le Beleriand. Donc c'est drôle de se dire que techniquement on pourrait dire que le Beleriand existe encore juste une mini-partie. dans Mais une effectivement, mini-partie. quand tu regardes la carte du Beleriand, donc c'était rattaché par cette partie de la Terre du Milieu, par le nord-ouest. Ouais. Et en fait, c'est là que ça a été cassé, quoi. On pourrait considérer que le Beleriand, c'est tout ce qui est à l'ouest des montagnes bleues, en Tout à fait, et donc tout ce qui reste encore un peu. Également, on pourrait dire les deux ports du Havre-Gris qui sont à l'ouest, le Fortonde. Qui n'étaient pas des ports avant, puisqu'il y avait de la terre au-delà. Oui, clairement, qu'on se le dise. Pour revenir sur cet tertre, certains pensent en fait que celui où le porteur de l'anneau fut empoisonné abritait le dernier prince du Cardolan, Nirnadel, très beau nom, tombé lors de la guerre de 1409. Donc ce fameux tertre où Frodon et ses compagnons sont enfermés juste avant d'être sauvés par notre cher ami oui, Tom Bombadil. Bombadil. Mais quoi, attends, ce serait le tertre de qui, redis ? Du dernier prince de Cardolan, intéressant. Nirnadel, tombé lors de ces fameuses guerres. Ah, mais donc ce serait ouf parce que ce serait peut-être son esprit à lui qui s'attaque à eux. Alors c'est plutôt des esprits maléfiques envoyés par le roi sorcier. Okay, oui. Et d'ailleurs, revenons rapidement sur cette fameuse peste qui est potentiellement également une espèce de peste, pas vraiment virale, mais plutôt maléfique, envoyée par... À plusieurs occasions, dans l'univers de Tolkien, on a des pestes qui viennent... dans ce cas-ci, ça venait du Mordor, mais à d'autres moments, elles venaient d'autres endroits. D'Angmar, c'est ça. Et on regarde par les contagions et les zones qui ont été touchées, ça semble souvent être plus d'origine maléfique que virale. On y reverra plus tard aussi, il y en aura une qui arrivera au Gondor et qui aura aussi son origine plus ou moins géographique qu'on considère potentiellement pas tout à fait... naturel. Est-ce que le Covid était maléfique ça venait de l'Est, hein. FX va bientôt nous parler de la campagne de vaccination en Gondor et en Arnor, qui a rencontré beaucoup de résistance. Hein. Oui, en effet. Donc les maisons des guérisons étaient prises d'assaut. Refuse de se vacciner et tombe 2 ans plus tard. Ah là là. Mais on reviendra sur le Gondor et sur ses attaques maléfiques. Juste pour revenir à ce magnifique tertre dans lequel ils sont enfermés, du coup, qui serait ça, c'est intéressant ça. Donc, qui serait le tertre d'un dernier roi de Cardolan. Mais donc, parce qu'on se souvient que quand ils sont dans ce tertre, ils sont recouverts d'or, en tout cas de beaux vêtements, d'une couronne, de bijoux. C'est peut-être les bijoux, du coup. Tout à fait. Alors certains théorisent ça, et alors on parle aussi de... Donc on savait à ce moment-là que les tertres sont, il est dit dans le livre, vraiment des sépultures de tous ces seigneurs d'Arnor et ces seigneurs d'Unedain tombés lors de ces fameuses vieilles guerres, vieilles guerres dont on parle maintenant, enfin vraiment en détail, et également des tertres et des tumultes, on peut aussi appeler ça des tumultes, de leurs ancêtres, des Édins, quand ils combattaient pour aller se rendre en Beleriand et combattre la fameuse guerre de la colère. Donc oui, tout cet or retrouvé est potentiellement celui de Nirnadel. Trop stylé. En 1974, Angmar attaque l'Arthedain et prend Fornost, forçant la plupart des Dunedains à fuir, et seul Averduit tient bon au nord et se réfugie au septentrion avec quelques-uns de ses hommes, échappant de justesse à leurs poursuivants grâce à la rapidité de leurs chevaux. Ils se cachent dans des galeries de mines, de nains bien évidemment, mais la faim les force à demander l'aide des Lossoth, les hommes de neige de Fort-Rochelle. Alors, ces hommes de neige de Fort-Rochelle, encore un petit peuple dont on avait... Enfin, en tout cas, moi, je ne connaissais pas l'existence. Comme quoi ce monde est bien plus complet qu'aux premiers abords. Ils sont plus ou moins apparentés aux Dunelandais, sont décrits comme étant un peuple de semi-nomades se déplaçant selon les saisons sur des traîneaux ou des patins à glace fabriqués en os. Donc voilà. Très bien. Ils sont plus ou moins réticents à les aider, mais ils leur fournissent malgré tout de la nourriture et des abris par peur du roi sorcier et par pitié pour lui et ses compagnons. Averduit attend des secours du sud, ses chevaux ayant péri. Lorsque Círdan apprend d'Aranart que le roi a fui au nord, il envoie un navire à Fort-Rochelle. Après des jours de lutte contre les vents contraires en mer, les marins repèrent le faible feu de bois des rescapés.
Cependant, l'hiver persiste et la banquise bloque toujours le rivage. Les hommes de neige transportent le roi et ses survivants sur leur chariot à patins jusqu'à la mer où une chaloupe les récupère. Mais les hommes de neige sont inquiets, car ils humaient un danger dans le vent. Et le chef des Lossotes, dit à Averduit, ne monte pas à bord de ce monstre marin. S'ils ont des vivres, qu'ils nous les fassent parvenir, ainsi que d'autres provisions dont nous avons le besoin. Et tu peux rester ici jusqu'à ce que le roi sorcier s'en retourne, car en été ses pouvoirs déclinent, mais en ce moment, mortel est son souffle, et bien long son bras de glace. C'est intéressant de se dire que en été, entre guillemets, comme le Covid, son pouvoir est amenuisé. J'avais pas fait le... Enfin voilà. Mais voilà, son pouvoir change entre guillemets avec les saisons, et la glace étant techniquement plus fort pour eux. Averduit ne suit malheureusement pas ce conseil, le remercie et lui donne son anneau. Il assure que l'objet n'a pas de pouvoir, mais peut être précieux pour ceux qui aiment sa maison. Il promet que les gens de sa parenté lui viendront fortement en aide si nécessaire en échange de cet anneau. Et ainsi, entre guillemets, est sauvé l'anneau d'Isildur, qui devra bien sûr être racheté plus tard par les Dunedains, mais on dit que c'est le même anneau que Felagund de Nargothrond a donné à Barahir et que Beren a récupéré au péril de sa vie. Donc c'est ce fameux anneau qu'on voit dans les films avec les deux serpents entrelacés qui arrivera à la main d'Aragorn. L'anneau de Barahir. Pourquoi heureusement il est sauvé? Car malheureusement, à peine le navire parti, que du nord surgit une violente tempête. Elle repousse le navire sur la banquise et les glaces lancèrent, malgré les compétences des marins de Círdan. Donc c'est pour dire, dans la nuit la coque est écrasée et le navire sombre, ainsi périt Averduit, dernier roi, et avec lui les Palantyres sont engloutis en mer. Voilà. Donc il s'agit en l'occurrence des pierres d'Anuminas et d'Amonsul, les Palantyries d'Anuminas et d'Amonsul. Seule reste la pierre d'Emin Bered, la colline des tours, qui sont une colline avec 3 tours elfiques. Elles sont donc gardées par des elfes et placées plus tard. C'est pas les petites collines qu'on voit depuis la comté Tu sais, parce que de la comté, ils disent qu'ils voient 3 tours au loin sur des collines. Oui, en vrai, il y a les Tower Hills qui sont... c'est écrit un peu en dessous, je pense que c'était un peu plus au sud, mais c'est en effet potentiellement ça. Ah ouais, donc parce que c'est complètement à l'ouest. Ouais, donc c'est possible, parce qu'ils parlent tout le temps de 3 tours dans la comté. Donc Voilà, mais ce sont donc 3 belles tours blanches sur ces collines dans lesquelles a été donc placée cette dernière Palantyre. Et cette pierre est différente des autres, je pense qu'on en a déjà parlé aussi, mais c'est bien de revoir tout ça, car elle ne voyait que la mer. Elendil l'avait réglée entre gros guillemets pour observer RSEA. RSEA, vous vous souvenez, c'est cette petite île juste à l'est d'Aman sur lequel, entre autres, Bilbon et Frodon iront. Et il voulait en fait, via cette pierre, non seulement observer Aman et RSEA, mais aussi, entre guillemets, Numénor, qui malheureusement est complètement et à jamais enseveli au fond des mers. Les détails du naufrage de Fort Rochelle ne sont révélés que longtemps après par les hommes de neige. Les gens de la comté, eux, survivent malgré les ravages de la guerre, se cachant pour échapper au conflit. Ils envoient quelques archers au secours du roi, mais ceux-ci ne reviennent jamais. Donc ces fameux archers dont on a parlé souvent, est-ce qu'ils sont arrivés au combat, est-ce qu'ils sont morts? À mon avis, malgré leur discrétion, les hobbits se sont probablement fait choper par une escadrille d'Angmar, et voilà. D'autres participent à la bataille où Angmar est vaincu. Ok. Il est dit ici que d'autres hobbits se seraient battus, donc voilà. Après la victoire, la comté connaît une période de paix prospère, gouvernée par un Taïn, en remplacement du roi. Après Averduit, le royaume du Nord s'éteint, mais la lignée royale continue à travers les chefs Dunedain, avec Aranart puis Araël. Donc on arrive dans cette fameuse nouvelle période. Son fils d'ailleurs et tous les chefs après lui sont élevés à Foncombe, où sont également entreposés les trésors de famille, dont l'anneau de Barahir, les tronçons de Narsil, l'étoile d'Elendil et le sceptre d'Anuminas. Le sceptre est le principal emblème de la souveraineté à Numénor, et il en allait de même en Arnor, dont les rois ne portaient pas de couronne, mais abordaient uniquement un joyau blanc, l'Elendil-Mar, étoile d'Elendil fixée au front par une résille d'argent. On prétend que le sceptre de Numénor a sombré avec Ar-Pharazôn. Celui d'Anuminas était la baguette d'argent des seigneurs d'Andunier, la ville portuaire des fidèles, d'où vient Elendil. On en parlait plus tôt. Donc, en gros, t'avais sur Numénor un sceptre qui était le sceptre du roi, qui lui a été perdu avec Ar-Pharazôn. Voilà. Et il y avait un autre sceptre qui était le sceptre du dirigeant de ceux qui étaient fidèles aux elfes à l'ouest de Numénor, et qui donc est revenu à Elendil. Voilà, donc ils ont évidemment repris tout ça avec leur bateau. À savoir qu'Elendil est bel et bien descendant
d'Elros, même s'il n'était plus roi, parce qu'il y a un moment dans la lignée en fait un décalage. Ce n'est pas la famille, ce n'est plus la lignée d'Elendil qui devient roi, enfin la lignée, les ancêtres d'Elendil qui devient roi, voilà, mais il est bien descendant d'Elros. C'est, je suppose, peut-être le fils, le deuxième descendant fils, d'un deuxième fils, etc. Ça. Mais la famille d'Elendil, en plus d'être la famille principale des fidèles, était une grosse famille noble, qu'on se le dise, qui avait d'ailleurs une ville, qui gouvernait une ville à eux-mêmes, donc ce n'est pas une famille moindre malgré tout, c'est une grosse famille noble. Et donc ce fameux sceptre est sans doute aujourd'hui l'œuvre la plus ancienne façonnée de la main de l'homme. Ce dernier est offert à Aragorn par Elrond, et il y a à ce moment-là plus de 5000 ans. Après le déclin du royaume, les Dunedains deviennent discrets et errent dans l'ombre, leur exploit de plus en plus oublié. Les chefs Dunedains comme Aragorn Ier survivent jusqu'à une longue vie. Arahad Ier fait face à une soudaine révélation de la présence des orques dans les monts brumeux. Celebrian, femme d'Elrond, est capturée par les orques en 2509, mais est secourue par ses fils, bien qu'elle soit blessée et perd toute joie en terre du milieu. Sous le règne d'Arusuil, les orques ravagent à nouveau la région, et les Dunedains et les fils d'Elrond les combattent. Aragorn II, le 15e et dernier chef, unifie les couronnes du Gondor et d'Arnor. Il est appelé notre roi dans la comté, mais respecte la loi interdisant aux grandes personnes d'y pénétrer. Donc voilà, on y est, on est arrivé plus ou moins au fond de toute cette histoire d'Arnor. Malgré le déclin de leur puissance, la lignée des Dunedains continue avec chaque fils succédant à son père. Aragorn vit jusqu'à l'âge de 199 ans. Voilà, c'est ça qui était drôle, c'est que dans notre version, on a une version visiblement française avec 199 ans écrit en version française. Mais ça m'a quand même fait tiquer parce que je trouvais cette information erronée. J'ai en effet vérifié. Techniquement, il n'est pas mort à 199 ans, mais à 210 ans. Aragorn Okay. Aragorn. C'est ce que j'ai trouvé aussi, moi, dans ma version. Donc voilà, il est mort à 210 ans, en tout cas selon moi, toutes les sources que je connaissais d'habitude, mais il est mort incarnant la dignité des rois d'autrefois. Je terminerai en lisant ces petits mots de Frodon qui nous parlent de tout ça dans les livres rouges. Notre roi, l'appelons-nous, et lorsqu'il se rend au nord, à Anuminas, où a été reconstruite sa haute demeure, il séjourne quelque temps au bord du lac Evendim. Alors tout le monde se réjouit dans la comté. Mais dans ce pays même, il ne pénètre point, conformément à la loi qu'il a promulguée, à savoir qu'aucune grande personne n'est autorisée à franchir ses frontières. Mais souvent il chevauche avec des compagnons, à mine avenante jusqu'au grand pont, et là il accueille ses amis et quiconque souhaite l'entretenir, et certains s'en retournent à cheval avec lui et restent en sa maison haute bienvenue à leur convenance. Taïn Pérégrine y a été bien souvent, et aussi maître Samsagas, le maire. Sa fille, la belle Elanor, est l'une des filles d'honneur de la reine Étoile du Soir. Donc voilà, très belle petite façon de terminer ce segment sur Arnor, écrit par les mains de Frodon lui-même dans le livre rouge, qu'on se le dise, mais avec ces petits mots. Donc voilà. Restons concentrés parce que maintenant... On enchaîne avec le Gondor. Ah, et c'est parti. Et y a plus ou moins 2 fois plus d'informations. Ok, c'est parti. Parce qu'en effet, le Gondor, au moment de la chute d'Arnor, il y a toutes les générations des chefs de Dunedain, alors que le Gondor, lui, continue jusqu'à la fin du Sénat de la guerre de l'anneau. Donc, avec la lignée des intendants. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, mais il y a plus de choses qui se passent, quoi. Et au Gondor, 31 rois succèdent à Anarion, tué devant la forteresse de Barad-dûr. Malgré les guerres incessantes qu'il leur faut soutenir sur leurs frontières depuis plus de 1000 ans, les Dunedains du Sud se font toujours plus riches et plus puissants sur terre et sur mer, et ce jusqu'au règne d'Atanatar II, surnommé Alcarin le Glorieux. Toutefois, des signes de déclin arrivent déjà, car les nobles dans le Sud se marient tard et ont peu d'enfants. Le premier roi sans postérité est Falastur et le second Narmakil Ier, fils d'Atanatar Alcarin, dont on parlait juste avant. C'est Ostoher, le 7e roi, qui reconstruit Minas Anor, à la base résidence d'été des rois préférée à Osgiliath. Sous son règne, le Gondor subit les premières offensives des hommes sauvages venus d'Orient. Mais son fils
Tarostar les vainc et les refoule hors du pays, assumant ainsi le nom de Roman-Dakil, vainqueur de l'Orient. J'aime bien ces noms de style, les Roman-Dakil, qui font d'ailleurs pas mal penser pour moi à Mumakil, ce qui me fait me dire que Mumakil, les olifants, en fait, ces langues sont très liées, et comme on va le voir, l'Umbar étant fortement lié au Gondor au final, voilà, il y a beaucoup plus de liens entre le Harad et les hommes d'Harad et du Sud et les Gondoriens qu'on le pense. Toutefois, notre cher Roman-Dakil périt en combattant de nouvelles hordes d'orientaux. Son fils Turumbar le venge et conquiert de vastes territoires vers l'est, puis avec Taranon le 12e roi, s'ouvre la lignée des rois navigateurs qui étendent la puissance du Gondor le long du littoral, à l'ouest et au sud des embouchures de l'Anduin. Pour commémorer ses victoires en tant qu'amiral de l'escadre, Taranon ceint la couronne sous le nom de Falastur, seigneur des côtes. Eärnil Ier, son neveu, qui lui succède, relève les ruines de Pélargir, l'ancien port, et construit une puissante marine. Il assiège Umbar par mer et par terre et s'en empare, faisant ainsi de la rade profonde d'Umbar un havre important et une place forte attestant de la souveraineté du Gondor. Une rade étant tout simplement un plan d'eau permettant le mouillage des flottes, un peu plus grand et profond qu'une baie ou qu'un golfe, voilà, tout simplement. On rappelle aussi que toute cette région, comme on le disait avec Cyril, fut à l'époque pris par les Núménoriens, mais avec l'arrivée de Sauron, etc., en fait des fiefs de Núménoriens noirs. Oui. Donc, il y a eu une domination de Sauron en fait dans le Harad et du côté de Umbar. Mais reprise par les Núménoriens qui vont finalement vénérer Morgoth et devenir les Núménoriens noirs. Et donc il faut bien s'imaginer qu'à cette époque-là, et on va même dire historiquement au Harad, disons que le Gondor n'est pas vu comme des amis, quoi. Ils ne sont pas vraiment dans leur cœur, quoi. Non, ils les ont mis en esclavage. Ouais. Cependant, Eärnil ne survit pas longtemps à sa victoire. Il périt lors d'une grande tempête au large d'Umbar et son fils périt en combattant au Harad. Kiriaer reprend Umbar et contraint les rois du Harad à reconnaître la souveraineté du Gondor, devient ainsi Iarmendakil Ier, vainqueur du Sud. Sous son règne, le Gondor atteint son apogée, étendant son territoire jusqu'au Celebrant au nord et au flot gris à l'ouest et à la mer intérieure du Rhûn à l'est. On parle à cette époque-là d'enfants qui jouent avec des bijoux et des pierres précieuses comme si ce n'était rien, quoi. D'accord. Ouais. Le Gondor a son prime. Le Gondor a son prime, vraiment. On joue vraiment avec la richesse. des pierres magnifiques. Les rois du Harad leur rendent allégeance et le Mordor est gardé par de puissantes forteresses, je suppose toutes les forteresses qui ont été construites à la chute de Sauron, dont on a souvent parlé, Cirith Ungol, etc. Mais le fils de Iarmendakil ne fait rien pour maintenir le pouvoir dont il a hérité et amorce le déclin du Gondor. La première grande calamité frappe sous le règne de Valacar, avec une grande guerre civile dite de lutte fratricide. Et fils de Kalmakil et neveu du roi, devient régent du royaume en 1240. Les hommes du Nord, multipliés pendant la paix, favorisés par la puissance du Gondor, deviennent une préoccupation majeure pour les rois. Donc, qui sont ces hommes du Nord ? Ce sont probablement leurs plus proches cousins parmi les hommes moindres, probablement comme eux, d'un descendant des anciens Édains, ou du moins des ancêtres des Édains. Donc ils ont quand même ces hommes du Nord en amitié, étant un peu partageant des ancêtres communs, et donc ils leur octroient des terres du côté de l'Anduin. Ouais, ça on en parlera quand on parlera du Rohan, etc. Oh, nice. Les Éotéodes, etc. Ce sont ces peuples-là en fait, les ancêtres du Rohan. Ouais. Oui, en plus de ça. Mais les attaques recommencent et Minalcar, devenu Roman-Dakil II, inflige une lourde défaite aux Orientaux en 1248. Il fortifie la rive occidentale de l'Anduin, érige les piliers de l'Argonath et renforce les liens avec les hommes du Nord. Donc c'est vraiment cette belle période où on se permet carrément de faire des statues de 300 mètres de haut ou je ne sais combien. Oui, parce qu'il renforce les liens avec les hommes du Nord, parce que même s'ils sont techniquement en bon lien, il y a quand même pas mal de trahisons dues à l'avidité de ces hommes qui font généralement, que ce soit par avidité comme je dis, mais aussi parfois par avancement personnel. On va se dire, moi je vais m'allier aux Orientaux, comme ça on va tuer mon cousin et je vais devenir roi, etc. C'est pas tout à fait tout blanc, mais ils restent quand même de manière générale amis avec le Gondor.
S'ensuit une nouvelle guerre fratricide, quand Valacar se marie, comme tu le disais Cyril plus tôt, à une femme du Nord. Leur fils Eldacar n'a pas l'approbation de tout le monde, craignant qu'il n'entache le sang des Dunedains et que sa vie en soit moins longue. Il est notamment assiégé à Osgiliath par Castamir, où la tour du dôme est détruite et le Palantir perdu dans les eaux. Après un exil au Rovanion de 10 ans, Eldacar revient et vainc Castamir en combat singulier, ce qui force ses fils à s'enfuir à Umbar, où ils fondent une colonie rebelle, ce qui accélère le déclin du Gondor, doublé d'une peste mortelle sous les règnes de Telemnar, qui cause la mort du roi et de sa famille. Peste mortelle, comme je le disais plus tôt, venue de l'Est. Donc voilà. Alors, je pense qu'à cette période-là, de toute façon, voilà, ce n'est pas Angmar, vu qu'Angmar est complètement au nord. Sauron est encore en nécromancien, je pense, donc il n'est pas à l'est. Il y a eu des théories fumeuses, comme quoi, comme on avait moins d'informations sur les Istari bleus, qu'ils auraient potentiellement été tournés et à la solde de Sauron, voilà, auraient pu envoyer cette peste, mais on sait que les Istari bleus, même si on a peu d'informations sur eux, les dernières informations données dans les lettres, etc. de Tolkien disent qu'eux ont fait un énorme travail, et c'est d'ailleurs probablement grâce à eux que Sauron n'a pas eu assez d'hommes, parce qu'ils ont probablement ralenti son influence, et donc ce n'est probablement pas du tout eux qui ont envoyé cette peste, mais on le sait, ce genre de peste étant probablement plus quelque chose de maléfique plutôt qu'une maladie, c'est potentiellement quelque chose qui vient de... Plus de la sorcellerie de Sauron. De l'Est, quoi. Mais Sauron n'est pas à l'Est à ce moment-là, je pense qu'il est encore à Mirkwood, donc... Ça, c'est certainement des actions du roi sorcier et de ses confrères qui sont en train de préparer le terrain pour la revenue de Sauron à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a encore les 8 autres Nazgûl qui sont là, hein, donc peut-être que ça vient d'eux. Tarondor lui succède et transfère le siège du royaume à Minas Anor. Son fils, Umbardakil, reprend Umbar, mais bientôt le territoire du Gondor est attaqué par les Orientaux, plongeant le royaume dans des guerres prolongées. Je pense que ça va durer une centaine d'années, ces guerres. La victoire de Kalimentar sur les Orientaux ramène temporairement la paix, mais le Gondor subit de nouvelles calamités. À cette époque-là, l'arbre blanc se meurt, le territoire est repoussé en deçà de l'Anduin, et les spectres de l'anneau réinvestissent le Mordor. La menace des gens des chariots persiste, mettant à l'épreuve les forces vacillantes du Gondor. Les chariotiers passent nombreux au sud du Mordor et s'allient aux hommes du Khand et du proche Arad. Et sous cette violente poussée, devant faire front au nord et au sud, le Gondor est bien près de sombrer. Carrément, on voit presque la chute du Gondor à cette époque. En 1944, toujours bien du Troisième Âge, ne faites pas de parallèle avec notre monde, pas d'allégorie s'il vous plaît. Le roi Andoer et ses deux fils, Artamir et Faramir, périssent en combattant au nord de la Morannon. Morannon qui est ce lieu dit avec ses deux tours gondoriennes qui deviendra plus tard la porte des dents. Et l'ennemi envahit l'Ithilien. Mais Eärnil, capitaine de l'armée du Sud, gagne une victoire en Ithilien méridional et détruit l'armée du Harad qui a franchi le fleuve Poros. Se hâtant vers le nord, il ramène les combattants débandés de l'armée du Nord et s'attaque au camp principal des chariotiers. Un grand nombre de ceux qui fuient devant lui périssent dans les marais des morts. À la mort d'Andoer et de ses fils, Averduit, du royaume d'Arnor, fait valoir ses droits à la couronne du Gondor, en tant que descendant direct d'Isildur, et aussi époux de Fériel, seul enfant survivant d'Andoer. Mais le conseil du Gondor refuse, prétextant que seul un descendant d'Anarion masculin peut prendre le trône du Gondor. Ce à quoi Averduit répond qu'il a la lignée d'Isildur, et qu'il est tout aussi légitime, et qu'une femme pourrait tout à fait aussi prendre le trône, suite à la loi de Tar Aldarion, le 6e roi de Numénor qui mit sa seule fille sur le trône, la première reine Tar Ankalimé. C'est finalement Eärnil, capitaine victorieux, qui a droit à la couronne avec l'approbation de tous les Dunedains du Gondor, car il est prince du sang, fils de Sériondil lui-même, fils de Kilimankil, fils d'Arkirias, frère de Nartakil II. Soit vous l'avez compris, on doit remonter. Merci. Vous avez compris, on doit remonter plusieurs générations pour retrouver la lignée des rois, mais en gros, oui, on fait un gros écart, mais il est toujours bel et bien descendant d'Anarion. Ne vous en faites pas. J'ai vérifié, tout est ok. Mais Eärnil est un homme sage et nullement arrogant, ce qui est toujours chouette à voir dans ce genre d'histoire de guerre fratricide.
et rappelle à Averduit que leurs royaumes sont étroitement liés et qu'il n'oublie pas son allégeance au royaume du Nord. Mais un long temps doit s'écouler avant qu'Eärnil ne se sente suffisamment assuré en son royaume pour tenir sa promesse. Avec des forces qui s'amenuisent, le roi Harafant continue à repousser les assauts d'Angmar, et lorsqu'il lui succède, Averduit fait de même, mais au bout du compte, à l'automne de 1973, des messages parviennent au Gondor qui rapportent la grande détresse de l'Arthedain et que le roi sorcier se prépare à lui asséner le coup de grâce. Eärnil envoie sur l'heure son fils Eärnur au nord, à la tête d'une escadre et de toutes les forces dont il peut disposer, et il lui enjoint de faire diligence. Trop tard. Avant même qu'Eärnur ne touche le port du Lindon, le roi sorcier a parachevé la conquête de l'Arthedain et Averduit est tombé au combat. Oh, pas au combat, mais parce qu'il va mourir noyé après, Averduit. Tu t'expliques Oui, c'est vrai, son histoire juste avant. C'est vrai. Il s'échappe, mais après il meurt effectivement noyé. Erreur de mon résumé, trop bizarre. Mais lorsqu'Eärnur apparaît au Havre Gris, la joie est grande, et grand l'émerveillement, tant parmi les elfes que parmi les hommes. De si fort tonnage et si nombreux sont ces navires qu'ils peuvent à peine trouver à accoster. Bien qu'on ait mis à leur disposition le Harlond et le Forlond. Je rappelle, ce sont ces deux ports des deux côtés du golfe de Lune, rattachés au Havre Gris. Quand je dis rattaché, c'est pas rattaché directement, c'est rattaché en pensée, on va dire. De ces navires débarque une puissante armée avec des munitions et des provisions en suffisance pour une guerre de grands rois. Ainsi jugent du moins les gens du Nord, car au Gondor, cela ne représente qu'un corps expéditionnaire de dimension modeste au regard des forces vives du pays. Voilà, on en est là dans le Gondor. Alors qu'en plus, le Gondor est plus à son summum, à ce moment-là, qu'on se lise. Donc c'est aussi pour se dire, quand on parle de l'âge d'or du Gondor, quand on voit les magnifiques armures, quand on a dans les films, ou maintenant, même, je sais pas, c'est dans les périodes de basse du Gondor, il y a toujours cette grandeur, quoi. Plus que tout, on loue la beauté des chevaux, car nombre d'entre eux viennent du Val d'Anduin, et ils sont montés par des cavaliers de haute stature, les fiers princes du Rovanion. Donc ça, je suppose qu'on y reviendra plus tard. On va y revenir, ouais. Mais donc, on est déjà dans cette idée de beaux chevaux du Rohan. Mm-hmm. Sur ce, Círdan convoque le ban et l'arrière-ban du Lindon et de l'Arnor. Le ban et l'arrière-ban, pour ceux qui ne savent pas, ban ça veut dire serviteurs, vassaux. Okay. Donc il appelle juste tous les serviteurs de la couronne ou quoi à venir se battre. Et lorsque tout est prêt, l'armée franchit la Lune et se met en marche vers le nord pour affronter le roi sorcier d'Angmar. Encore une fois, la Lune, c'est une rivière. Hein. On passe sur la Lune cette fois-ci. Apparemment, avant de la passer, il aurait brandi son épée et dit moi, viser la Lune, ça ne me fait pas peur. Même à l'usure. Et il y croyait encore et encore. Ouais. Ah, des sacrifices, il en a fait, et s'il le faut, il en ferait. Mais toujours le point levé. Comme quoi, les rois du Gondor. Hein. Toujours le mot pour rare. Le roi sorcier d'Angmar, donc, qui séjourne à présent dans Fornost. Dans son fol orgueil, il n'attend pas ses ennemis, mais il sort à leur rencontre pensant les balayer, comme il l'avait fait auparavant. Mais dévalant les collines d'Evendim, l'armée d'Occident fond sur lui, et la bataille fait rage dans la plaine qui s'étend entre le lac Nenuyal et les hauts du nord. Les forces d'Angmar cèdent déjà et battent en retraite vers Fornost, lorsque le principal corps de cavalerie qui, venu du nord, a contourné les collines, se rue sur eux et précipite leur déroute. Le roi sorcier, avec tous ceux des siens qu'il peut ramoter, s'enfuit au septentrion, comptant se réfugier sur ces terres d'Angmar. Mais avant qu'il ne puisse gagner l'abri du Carn Dûm, la cavalerie du Gondor, menée par Eärnur lui-même, le rejoint. Au même instant, survient, attention, Glorfindel, le seigneur elfe, arrivant de Foncombe, et si complète est la défaite d'Angmar qu'il ne demeure à l'ouest des monts ni homme ni orque de ce royaume. Donc vous connaissez notre amour pour Glorfindel, imaginez juste ce bel âtre blond à la lueur d'argent fondre sur Angmar qui, je crois, oui, on va voir plus tard, mais vous voyez que même le roi sorcier n'est pas friand de cette aura. Mais soudain donc apparaît le roi sorcier, vêtu et masqué de noir sur un noir coursier. L'effroi s'empare de tous ceux qui l'aperçoivent, mais telle est la haine qu'il lui porte, qu'il s'acharne uniquement sur le capitaine du Gondor, et avec un hurlement épouvantable, il pousse directement son cheval sur lui. Et Eärnur aurait tenu bon, n'était-ce son cheval qui ne peut supporter la violence de l'assaut. Il fait un écart et prend les morts aux dents, emportant Eärnur avant qu'il ne puisse le maîtriser. Et le roi sorcier rit, et aucun de ceux qui l'entendent ne doit oublier l'horreur de ce sinistre ricanement. Mais alors s'avance Glorfindel sur sa blanche cavale, et le rire s'étrangle dans sa gorge, et tournant la bribe, le roi sorcier prend la fuite, s'évanouissant dans l'ombre. Donc c'est pour dire que même le roi sorcier, il voit Glorfindel, il se casse, quoi. Ouais. Ça c'est beau.
Et c'est à ce moment-là que nous aurons la fameuse prédiction. Exactement. Tout à fait. La nuit descend sur le champ de bataille et il disparaît et nul ne sait où il est passé. Sur ce réapparaît Eärnur, mais Glorfindel, scrutant les ténèbres qui s'épaississent, dit « Ne le poursuivez pas, il ne reviendra pas sur cette terre. Son destin est loin d'être accompli et il tombera, mais ce ne sera pas la main d'un homme qui l'abattra. » Ta-ta-ta. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire Qui voilà. va tuer le roi sorcier? On en a déjà parlé, ce n'est pas vraiment une Soit un prophétie. hobbit, soit un elfe, soit un animal, soit une femme. Non, arrête, dis, allez, s'il te plaît, un peu de sérieux. Non, mais voilà, on en a déjà parlé, ce n'est pas une prophétie, c'est juste, voilà, il a dit ça, enfin, je sais plus ce qu'on avait... Bah, c'est une prophétie, c'est une prophétie. C'est juste... mais par contre, ce n'est pas... Il ne dit pas ça dans le sens, ça va être une femme ou n'importe quelle femme qui va le tuer. C'est juste qu'il sait qu'il va le tuer. Enfin, c'est une prophétie, c'est une vraie prophétie. C'est en mode, il parle déjà d'Éowyn en fait, Ouais, selon ok, moi. ouais. Il parle d'Éowyn. Donc c'est effectivement pas un homme qui va le tuer, mais c'est pas une femme qui doit le tuer. Ouais, c'est Éowyn. Éowyn. C'est Éowyn, exactement. C'est- Aidé par la main d'un Oui, c'est ça semi-homme. qu'on avait dit, Ouais. c'était pas une prophétie comme quoi c'était une femme, femme, c'est juste qu'il sait quelle c'est- personne va... Ouais, ouais. Je sais plus ce qu'on avait dit dans l'épisode où on a parlé de ça en long et en large. Bah, ça. Euh, En gros, ça. Qui parlait vraiment d'Éowyn. ouais. Et aussi, j'aime bien l'utilisation encore du fameux mot destin, mais en parlant du roi sorcier, comme quoi même le roi sorcier, comme Gollum, à moindre échelle, ont aussi encore leur sort à jouer dans la Terre du Milieu, Ah ouais. même aux yeux de Glorfindel. Et Eärnur, bien évidemment, lui est furieux et veut se venger de cette humiliation. On verra que ça aura évidemment une incidence. petit problème, sur, hein. Quelle erreur, mais quelle erreur. Les fameux événements à venir. Bien plus tard, le roi sorcier se réfugie au Mordor, où viennent le rejoindre les autres spectres de l'anneau, dont il est le chef, hein, on le sait. Mais ce n'est pas avant l'an 2000 qu'il se risque hors du Mordor, et franchissant la passe de Cirith Ungol, ils viennent assiéger Minas Ithil et la prennent en 2002. Ils s'emparent de la Palantir, que l'on garde dans la tour. Donc voilà. Et ça devient Minas Morgul, du coup. Voilà, bien évidemment. Tant que dure le troisième âge, ils ne sont point délogés de Minas Ithil, maintenant Minas Morgul. Bien des gens qui demeurent encore en Ithilien s'exilent, et Eärnur est vaillant comme son père, mais non pas, à son instar, sagace et avisé. C'est un homme robuste et d'un tempérament ardent, mais il ne veut point prendre femme, car il n'a goût que pour la bataille et les exercices des armes. Autant dire, il est un peu bas du front quand même. Mais t'as pas envie d'avoir cette magnifique épouse avec qui faire des enfants? Taper dans l'arène, baston. Donc ses prouesses sont telles que nul ne peut le vaincre lors des joutes et tournois auxquels il se plaît fort, faisant plutôt figure de champion dans les jeux que de capitaine ou de roi, et il doit conserver sa vigueur et son adresse jusqu'à un âge beaucoup plus avancé que le commun des hommes. Donc c'est quand même... Allez, rentre dans l'arène, soldat, va te battre, gladiateur. Ouais, mais il y a quand même un mec de 130 piges là qui a l'air vachement violent. Fais honneur à ton père. Moi j'ai que 22 ans, ça fait 3 ans que je me bats. Lorsque Eärnur ceint la couronne en 2043, le roi de Minas Morgul l'appelle en combat singulier, et gaussant de lui pour s'être dérobé lors de la bataille du Nord. À cette époque, Mardil, le surintendant, parvient à apaiser la colère du roi. Minas Anor, qui est devenue la principale ville du royaume depuis l'époque du roi Telemnar et la résidence des souverains, est rebaptisée Minas Tirith. 7 ans plus tard, le seigneur de Morgul, le provoque à nouveau. Cette fois-ci, Mardil est impuissant à retenir le roi et Eärnur part chevauchant avec une petite escorte de chevaliers jusqu'aux portes de Minas Morgul. On n'entendra plus jamais parler d'eux. On entend juste au loin crier Adrienne. Moi je vais me battre. Je vais gagner contre Adrienne. J'ai gagné. Au Gondor, on croit que l'ennemi a capturé le roi par sa traîtrise et qu'il est mort à Minas Morgul dans les tourments. Mais comme il n'y a aucun témoin de sa mort, on ne saura jamais. Et Mardil gouverne le Gondor en son nom pendant de longues années. Et alors là, on va entrer dans une petite partie très intéressante, comme quoi il n'y a plus de roi, en tout cas il n'y a plus de descendance à Eärnur, c'est vrai, mais on dit que les descendants des rois se font rares et les rois sont méfiants envers leurs proches depuis la lutte fratricide. Certains se réfugient à Umbar par peur des soupçons, tandis que d'autres renoncent à leur ascendance et épousent des femmes non numénoriennes. Il n'y a pas d'héritier à la couronne reconnue de tous et les souvenirs de la lutte fratricide terrifient le peuple. Ce qui veut dire en fait qu'on aurait très bien pu faire comme avant et aller chercher un cousin qui a une descendance d'Anarion, etc., qui est une descendance d'Anarion. Mais
il est expliqué ici qu'en fait là tout le monde a la trouille. Il n'y a plus de légitimité très forte puisque il y a sûrement des descendants. Tu sais, vu qu'il y a eu le Cardolan, le Rudor, il y a eu quand même des seigneurs là, il y a eu sûrement des descendants de ces gens-là ou des cousins ou des gens éloignés, mais ils n'ont plus de légitimité suffisante. Et puis c'est vrai, effectivement, une période un peu de... Ouais, il y a sûrement quand même, à mon avis, des descendants d'Anarion, mais comme on le dit là, comme tu dis, la légitimité n'est pas suffisante, mais ils auraient peut-être pu le revendiquer, mais comme tout le monde a la trouille, moi je sais plutôt ça aussi, c'est un peu de la lâcheté de beaucoup. Je pense à d'autres époques, beaucoup auraient fait... il y aurait eu, de toute façon, aurait voulu prendre le pouvoir. Et... Fatalement, il y avait des seigneurs, puisque sinon il n'y aurait pas eu Aragorn. Il y avait déjà des descendants. Aragorn n'est pas arrivé de nulle part, il descend encore d'une lignée qui existait. Mais lui, il est encore en tant que chef du Nodin. Oui, je sais, mais il y a des chefs du Nodin qui auraient pu se ramener au sud et dire, en fait, je suis l'héritier légitime. Ils ont juste choisi eux aussi de ne pas le faire à cette époque, clairement. Et voilà, et c'est maintenant que les surintendants gouvernent, gardant la couronne d'Elendil dans la maison des morts, où Ernur l'avait déposée, avant de courir à sa perte. La maison des surintendants, dite maison de Urin, comme on en a déjà beaucoup parlé, est dirigée par des descendants de celui qui fut le surintendant du roi de Minardil. La fonction de surintendant devient héréditaire après le gouvernement de Belendur, passant du père au fils ou aux plus proches parents. Il exerce tous les pouvoirs des rois, mais beaucoup croient à un retour du roi légitime. Amardil Voronwe, premier de sa lignée, succède 24 surintendants régnant jusqu'à Denethor II. Les premiers connaissent une période de tranquillité, mais les menaces augmentent avec le temps. Les Uruk envahissent les Ithiliens sous Denethor Ier, tandis que les Aradrim attaquent le sud du Gondor sous Túrin II. Boromir et Faramir, fils de Denethor II, atteignent l'âge adulte. Boromir est robuste et téméraire, tandis que Faramir est plus sage et versé dans le savoir coutumier. Les deux frères s'aiment tendrement, mais des aventures pendant la guerre de l'Anneau révèlent la différence entre eux. Après la guerre, la royauté est rétablie avec le retour de l'héritier d'Isildur et d'Anarion, et le gouvernement des surintendants prend fin avec le sacre d'Aragorn. Et c'est une magnifique transition en parlant du sacre d'Aragorn pour vous raconter l'histoire d'Aragorn et Arwen, peut-être. Mais enchaînons. Une histoire merveilleuse. Pleine d'amour et de guili-guili dans le ventre. Oh oui, et très émouvante. Papillon dans le ventre. Ah là là, vas-y, et de lumière. Une belle histoire d'amour, Julien. Après toutes ces guerres et ces meurtres fratricides. Le récit suivant décrit l'histoire d'Aragorn, descendant d'Isildur donc, et d'Arwen, fille d'Elrond. Alors, pour rappel, la lignée d'Aragorn, elle remonte à Elros, semi-elfe, frère d'Elrond et le premier roi de Númenor. Arathorn, père d'Aragorn et fils d'un certain Arador, était un chef des Dunedains. Les Dunedains étaient des descendants des Núménoréens qui étaient choisis pour guider et protéger les royaumes des hommes du Nord. Et sa femme, la femme d'Arathorn, Gilraen, était également d'une lignée noble. Leur mariage était une union d'amour, malgré les sombres présages sur l'avenir d'Arathorn. En effet, les parents de Gilraen percevaient que la vie d'Arathorn serait courte et qu'il fallait presser leur union, car de celle-ci naîtrait celui qui réunirait les royaumes d'Arnor et du Gondor. Vaste programme. La suite leur donne raison, car Arador périt dans un affrontement avec des trolls 1 an après cette union, Arador, donc le père d'Arathorn, et Arathorn, lui, va décéder 2 ans après la naissance de son fils Aragorn, tandis qu'il combattait des orques avec les fils d'Elrond. Il est tué d'une flèche d'orque qui lui perce l'œil, et ainsi, il a effectivement la vie courte pour un homme de sa race, puisqu'il n'avait que 60 ans. On devine donc le contexte de menace croissante alors que les forces du mal se réveillent dans la terre du milieu. Gilraen se retrouve donc seul, avec son fils encore nourrisson. Pour assurer la sécurité du petit Aragorn, à présent héritier d'Isildur, elle l'emmène à Foncombe, où Elrond, le seigneur elfique, le prend sous sa protection. Il renomme le garçon Estel, qui signifie espoir. Elrond s'occupe de lui comme son fils, et ses véritables noms et lignages sont tenus secrets, car le sage seigneur sait que l'ennemi cherche à découvrir l'héritier d'Isildur, s'il en reste un sur terre. J'imagine quand même le jour, Aragorn, je dois t'avouer quelque chose. Tu es adopté. Quoi ? Mais enfin, je l'avais pas remarqué.
T'avais pas remarqué qu'on était tous des elfes et que t'étais pas vraiment... Enfin, les oreilles et tout, non? J'imagine plutôt les fils d'Elrond dire à Aragorn, toi, ces espèces de mauvaises blagues entre frères. Ouais, de toute façon, toi, t'es adopté. Non, c'est pas vrai. Bah Enfin... si, c'est vrai, t'es adopté. Non, vous mentez. Est-ce que tu crois qu'ils étaient un peu comme dans les deux sœurs dans Cendrillon? Ah, t'es adopté. Ah non. Ça va, arrêtez, je me bats avec vous quand même. Papa, pourquoi mon père m'a abandonné? Mais ton père est mort, Elstel. Tu n'as pas de père, tu as été créé par la force. Ah, attendez, mauvaise trilogie. Aragorn grandit donc, apprend les arts de la guerre, de la poésie et de la sagesse des anciens. À ses 20 ans, Elrond révèle à Aragorn sa véritable identité d'héritier des trônes du Gondor et d'Arnor, ainsi que son droit à l'épée Narsil, encore brisée. L'épée est ainsi reforgée en Anduril, flamme de l'Ouest, symbole de son statut royal et de sa destinée, et les autres biens de sa maison lui sont rendus par Elrond. « Voici, dit-il, l'anneau de Barahir, marque de notre lointaine parenté, et voici aussi les tronçons de Narsil. Avec eux, tu pourras encore accomplir de grands exploits, car je prévois que l'étendue de ta vie dépassera la mesure des hommes, à moins que le mal ne t'arrive ou que tu ne viennes à faillir dans l'épreuve. Elle sera longue et dure, l'épreuve. Le sceptre d'Anuminas, je le conserve, car il te faut le gagner. » Le lendemain de cette nouvelle, alors qu'il chante gaiement des vers sur la rencontre de Beren et Luthien en se promenant dans les bois de Foncombe, il rencontre une elfe si belle qu'il croit s'être égaré dans un rêve. Ou bien même que Luthien elle-même est revenue dans le monde des hommes. Craignant qu'elle ne disparaisse à jamais, il l'appelle, criant « Tinuviel! Tinuviel !» tout comme avait fait Beren au temps des anciens, depuis longtemps passé. La jeune fille se tourne alors vers lui, sourit et dit « Qui êtes-vous ? Et pourquoi me donnez-vous ce nom ? » « Parce que je croyais que vous étiez effectivement Luthien Tinuviel, que je chantais. Mais si vous n'êtes pas elle, vous vous promenez comme sa vivante image. » Tant de gens l'ont dit, mais son nom n'est pas le mien. Encore que mon destin puisse ne guère différer du sien. Mais qui êtes-vous ? Je suis Aragorn, fils d'Arathorn, héritier d'Isildur, seigneur des Dunedains. Dans ce cas, nous sommes parents éloignés, car je suis Arwen, fille d'Elrond, et je me nomme aussi Undomiel. Il arrive souvent que les hommes cachent leurs plus grands trésors, mais je m'étonne d'Elrond et de vos frères, car bien que j'ai demeuré dans cette maison depuis l'enfance, je n'ai jamais entendu un mot à votre sujet. Comment se fait-il que nous ne nous soyons jamais rencontrés ? Votre père ne vous a certainement pas tenu sous clé dans son trésor. J'ai demeuré quelque temps au pays des parents de ma mère, dans la lointaine Lothlorienne. Je ne suis revenu que récemment pour revoir mon père. Il y a bien des années que je ne me suis pas promené dans Imladris. Aragorn est subjugué. Il voit dans ses yeux la lumière elfique et la sagesse de bien des jours. Et dès cette heure, il aime Arwen Undomiel, fille d'Elrond. Je tiens à préciser qu'il le savait. Hein. Depuis le début, il savait qu'ils étaient lointains cousins. Hein. Donc, ils ont décidé Ils ont décidé de briser le tabou. Levons le tabou sur l'inceste. Par contre, je veux bien croire que les elfes vivent longtemps, mais vivre quand même 20 ans sans parler de ta fille, c'est quand même beaucoup. Il voulait pas mettre sa fille à mon face avis, aux yeux de ce séducteur d'Aragorn. On se souvient qu'il a quand même un côté très chicho, Aragorn. Il arrive dans les tavernes, il enlève sa cape, et comme ça, tu sais, à mon avis, toutes les elfes du coin... Avec cet arpenteur, jamais d'héritier d'Isildur, je m'en fous, moi. Non, mais toutes les elfes du coin, à mon avis... Elles sont passées proches d'Aragorn quand même. Dans les jours qui suivent, Aragorn est bien silencieux, ce qui inquiète sa mère Gilraen. Après avoir cédé à ses questions, Aragorn lui parle de sa rencontre avec une dame elfique au crépuscule sous les arbres. Gilraen exprime alors ses inquiétudes concernant l'ambition de son fils, soulignant que même s'il est le descendant des rois, il ne convient pas qu'un mortel se marie avec une elfe, encore moins sa cousine. Aragorn mentionne cependant les liens de sa lignée avec les elfes à travers l'histoire de ses ancêtres. Et sa mère souligne que c'était dans un passé lointain, avant le déclin de leur race. Elle craint que sans le soutien du maître Elrond, la lignée des héritiers d'Isildur ne disparaisse. Aragorn exprime alors son amertume envers son destin, déclarant qu'il errera seul dans les terres sauvages. Gilraen accepte cette vision comme le destin de son fils et garde pour elle ses propres prévisions. Elle ne révèle à personne ce que son fils lui a confié. Mais Elrond voit bien des choses et il lit dans bien des cœurs. Un jour donc, avant la fin de l'année, il fait appeler Aragorn dans sa salle et lui dit « Écoute-moi, Aragorn, fils d'Arathorn, seigneur des Dunedains. Un grand destin t'attend. Soit de t'élever plus haut que tous les pères depuis l'époque d'Elendil,
soit de tomber dans les ténèbres avec tout le restant de ta race. De nombreuses années d'épreuves t'attendent. Tu n'auras point d'épouse, ni ne liera à toi par la foi aucune femme, jusqu'à ce que ton temps vienne et que tu en sois digne. Ta mère ne m'a rien dit, mais tes propres yeux t'ont trahi. Arwen la belle, dame d'Imladris et de Lorienne, étoile du soir de son peuple et de plus haut lignage que toi, et elle a déjà vécu si longtemps en ce monde que tu n'es qu'une poussée de l'année auprès d'un jeune bouleau de mains été. Elle est trop au-dessus de toi, et cela pourrait fort bien être sa pensée, je crois. Mais, même si elle n'en était pas ainsi, et que son cœur se tournait vers toi, tant que je demeurerai ici, elle vivra avec la jeunesse des elfes, et quand je m'en irai, elle partira avec moi, si elle le veut. Les années amèneront ce qu'elles amèneront. Nous ne reparlerons plus de cela avant qu'un grand nombre ne se soit écoulé. Les jours s'assombrissent, et beaucoup de mal est à venir. Aragorn prend alors congé d'Elrond, et le lendemain, il fait ses adieux à sa mère, à la maison d'Elrond et à Arwen, et il s'en va dans les terres sauvages. Durant près de 30 ans, il travaille à la lutte contre Sauron, et il devient l'ami de Gandalf, duquel il acquiert une grande sagesse. Il fait avec lui maints voyages périlleux, et à mesure que les années passent, il va plus souvent seul. Ses cours sont dures, longues, et il prend un aspect quelque peu sévère, même s'il paraît honorable aux yeux des hommes, comme un roi en exil, du moins quand il ne dissimule pas sa forme véritable. Car il va sous maintes apparences, et il acquiert la renommée sous de multiples noms. Il chevauche dans l'armée des Rohirrim et combat pour le seigneur du Gondor sur terre et sur mer, et puis, à l'heure de la victoire, il disparaît de la connaissance des hommes de l'Ouest, part seul dans l'Est et s'enfonce profondément dans le Sud, explorant le cœur des hommes, tant mauvais que bons, déjouant les complots et stratagèmes des serviteurs de Sauron. Ah, je savais pas ça, qu'il allait carrément au sud, jouer l'entremetteur. Ah, c'est de là qu'il acquiert bon nombre de connaissances et qu'il connaît bien les hommes. Ouais. Et qu'il va acquérir beaucoup d'aptitudes à les diriger, justement, à les conduire à la victoire. À la façon d'Alexandre le Grand. Oui. À 46 ans, Aragorn revient se reposer un temps à Foncombe avant de repartir dans les pays lointains, et sur son chemin, il arrive aux frontières de la Lorienne, où il est admis par la dame Galadriel. Arwen Undemiel s'y trouve là aussi, mais quel hasard! Ah, bah tiens donc! Elle y réside de nouveau quelque temps chez les parents de sa mère. Elle est un peu changée, car les années mortelles ne l'ont pas touchée, mais son visage est plus grave, et son rire se fait à présent rarement entendre. Aragorn, lui, a pris sa pleine stature de corps et d'esprit. Galadriel l'invite à se débarrasser de ses habits fatigués et elle le vêtit d'argent et de blanc avec un manteau gris elfique et une gemme brillante au front. Alors, il paraît supérieur à toute espèce d'homme et c'est ainsi qu'Arwen le revoit pour la première fois depuis leur longue séparation. Son choix est alors vite fait et son destin scellé. Après cela, durant une saison, ils se promènent ensemble dans les clairières de la Lothlorienne jusqu'à ce que le temps soit venu pour lui de repartir. Et le soir du solstice d'été, Aragorn et Arwen se rendent à la belle colline de Kerin Amroth, au centre du pays. Là, ils regardent à l'est vers l'ombre et à l'ouest vers le crépuscule, et ils engagent leur foi. Noir est l'ombre, et pourtant mon cœur se réjouit, car vous, Estelle, vous serez parmi les grands dont la vaillance la détruira. Hélas, je ne puis le prévoir, mais avec votre espoir, j'espérerai. Et l'ombre, je la rejette. Mais le crépuscule, dame, n'est pas non plus pour moi, car je suis mortel. Et si vous voulez vous attacher à moi, étoile du soir, au crépuscule aussi, il vous faudra renoncer. Je m'attacherai à vous, Dunadan, et je me détournerai du crépuscule. C'est pourtant là que se trouve la terre de mon peuple et la demeure séculaire de toute ma race. C'est ainsi qu'ils scellent leurs vœux, du coup, sur le tertre de Kerin Amroth. C'est un beau moment, ça va, je rigole un peu, mais c'est un beau moment. Oui, ça l'est moins maintenant. Mais si, imaginez, les regards humides. On dirait que tu te fous de la gueule d'une espèce de vieille soap opéra. Mais non. Oh, Brandon, le crépuscule, dans ton regard, me fend vraiment le cœur. Non, moi, je les imagine juste tout près l'un de l'autre, tu vois les yeux humides, les petites gouttes qui coulent comme ça. T'inquiète pas, Cyril. Et Fix, il fait le malin maintenant, mais quand on arrivera à la fin de leur histoire, il ne rigolera plus. Ah, dis. Et puis j'ai déjà mal au cœur. Leurs lèvres tremblotantes, comme ça, l'une près de l'autre. Ah. Avec la lune derrière. C'est très beau pour eux, mais ça l'est moins pour le père d'Arwen. Car quand Aragorn revient à Foncombe, Elrond est très attristé par le choix de sa fille. Mais, bon prince, il dit tout de même ceci à Aragorn qu'il considère comme un fils.
Les années viennent où l'espoir s'estompera, et au-delà, rien n'est très clair. Et maintenant, une ombre s'étend entre nous. Sache ceci, mon fils. Arwen Undomiel ne portera pas atteinte à la grâce de sa vie pour une moindre cause. Elle ne sera l'épouse d'aucun homme moindre que le roi du Gondor et d'Arnor réunis. Voilà donc le défi que Aragorn doit remplir s'il veut mériter la main d'Arwen. Comme quoi, le cliché du beau-père au repas de famille, là. Alors, t'as un boulot maintenant, c'est bon. T'es docteur. Elle n'épousera pas quelqu'un d'autre que le président des États-Unis. Là, pour le moment, je travaille au Quick, donc... oh mon Dieu, ma fille, qu'avez-vous fait? Les choses restent donc en cet état entre Elrond et Aragorn, et ils ne parlent plus de cette question, alors qu'Aragorn repart affronter le danger. Et tandis que le pouvoir de Sauron croît et que Barad-dûr s'élève toujours plus haut et plus fort, Arwen, elle, demeure à Foncombe, et Aragorn étant au loin, elle veille sur lui en pensée, et dans son espoir, elle fait pour lui un grand et royal étendard que seul pourrait le déployer celui qui revendiquerait la suzeraineté des Núménoréens et l'héritage d'Elendil, étendard qu'Aragorn déploiera à la bataille des champs du Pélénor. Donc merci quand même Peter Jackson d'avoir offert un peu plus de rôle que cela à Arwen, parce qu'effectivement, dans Le Seigneur des Anneaux, à part le bref moment où on la croise à Foncombe au début de la communauté de l'anneau, et à la toute fin, eh bien, elle passe son temps à prier pour Aragorn et à coudre, ce qui n'est pas super fou. Oui, mais c'est quand même un bel étendard. Hein. C'est un très bel étendard. Il y a des beaux diamants dessus. Oh, ouais, c'est du beau crochet quand même. Après quelques années, Gilraen, la mère d'Aragorn, prend congé d'Elrond et retourne auprès de son peuple en Eriador, où elle vit seule et revoit rarement son fils, car il passe de nombreuses années dans les pays lointains. Elle meurt peu de temps après. Les années s'avancent ainsi vers la guerre de l'anneau, dont nous vous avons partagé le récit tout au long du Seigneur des Anneaux, et à l'heure de la défaite de Sauron, quand enfin tout est terminé, Aragorn entre en possession de l'héritage de ses pères, reçoit la couronne du Gondor et le sceptre d'Arnor, et au solstice d'été, l'année de la chute de Sauron, il prend la main d'Arwen Undomiel et il se marie dans la cité des rois. Le troisième âge s'achève ainsi dans la victoire et l'espérance, bien que l'une des plus grandes afflictions de cet âge soit la séparation d'Elrond et d'Arwen, car ils sont séparés par la mer et par un destin d'au-delà de la fin du monde. Et pour ce qui est de la fin de l'histoire d'Arwen et d'Aragorn, je vous la garde pour le prochain épisode dans lequel nous parlerons entre autres de ce qui arrive à nos héros après la guerre de l'anneau, histoire de faire durer le plaisir et d'avoir un épisode bien tire-larme sur toutes ces belles et émouvantes fins. Tiens, je note quand même que du coup, la mère d'Aragorn retourne vivre en Eriador auprès des siens. Donc qu'on a quand même encore probablement une cité ou des petits villages de Dunedain en fait qu'il y a là-bas. On sait qu'il y a quand même la Compagnie Grise, que les Dunedains n'ont pas complètement disparu, même si bon, ils sont quoi, 40 plus ou moins. Ils sont très peu nombreux, oui. Mais bon, on parle peut-être aussi des soldats d'élite. Des Dunedains restants, pas qu'il y ait des armées, hein, mais peut-être qu'il y a encore pas mal d'hommes qui existent. Donc voilà, moi ça me plaît à me dire que en Eriador, un peu plus loin que Foncombe, il y a quelques havres rescapés de quelques Dunedains, centaines, milliers, je ne sais pas, mais voilà. Et maintenant, pour finir cet épisode et toutes ces histoires, hein, j'espère que vous avez tout suivi et parce qu'il y aura un examen la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai, mais quoi Attends, moi j'ai vraiment étudié, moi. Arrête d'envoyer des mails comme ça quand c'est des blagues. Je vais parler de Eorl et donc de l'histoire des Rohirrim, des gens du Gros, déjà exprimé, mais on va en reparler maintenant. Donc, petit rappel, Eorl, le jeune, était seigneur des humains de Léothéod, un pays qui s'étendait depuis les sources de l'Anduin, entre les contreforts extrêmes des monts Brumeux et la lisière septentrionale de la Forêt Noire, donc au nord de la Terre du Milieu. Les Éothéodes avaient colonisé ces terres sous le règne du roi Eärnil II. Tu en parlais tout à l'heure lors de l'histoire du Gondor. Ces gens du Nord, à qui le Gondor a accordé certaines terres, donc les terres du Nord, voilà. Des gens qui étaient très proches des chevaux. Mais ils étaient aussi proches parents des Béornides et des hommes qui vivaient sur la frange ouest de la forêt. Béornides, peuple dont est issu Béorn, cet homme qui peut se changer en ours dans le Hobbit. Les ancêtres de Eorl prétendaient descendre des rois
du Rovagnon, dont le royaume s'étendait au-delà de la forêt noire avant les invasions des gens des chariots. C'est pourquoi il se disait en parenté avec les rois du Gondor, issus de Eldacar. Et ça, je vous ai parlé d'Eldacar tout à l'heure. Eldacar qui avait vu sa légitimité être mise en cause par Castamir, son cousin qui avait pris le pouvoir, FX aussi en a parlé. C'est important. Pourquoi Eldacar, je le rappelle, sa légitimité était questionnée? C'est parce que sa mère était une femme du Rovagnon, une femme de ces gens du Nord. Donc, les Éotéotes disent, puisque Eldacar, sa maman, elle vient de chez nous, nous, en fait, on est aussi, si on veut, descendants, en tout cas parents des seigneurs du Gondor. Donc, il y a une forme de lien entre les deux peuples grâce à ça, malgré qu'ils ne sont pas bénis d'une longue vie. Ils aimaient les plaines et les chevaux, ils réalisaient de nombreux exploits équestres, mais leur population était nombreuse et Dol Guldur s'assombrissait de plus en plus. Et lorsqu'ils apprirent la chute du roi sorcier Angmar, ils allèrent en quête d'espace plus au nord. Mais sous le règne de Léod, père d'Éorl, la population était si grande qu'ils se trouvaient un peu à l'étroit dans leurs terres. C'est alors qu'en 2510 du Troisième Âge, le Gondor se fit attaquer par une armée d'hommes sauvages surgis du nord-est, et ils dévalèrent les terres brunes et franchirent l'Anduin sur des radeaux. Et au même moment, des orques descendirent des montagnes. Les envahisseurs prirent le Calénardon, et Kirion, surintendant du Gondor, envoya des messages au nord solliciter des secours. Éorl reçut le message. Et bien que l'espoir du Gondor de recevoir leur aide était mince, ces derniers entreprirent un voyage jusqu'à Gondor, et ainsi se passa la bataille du champ de Celebrant. L'armée du Gondor était vaincue et presque détruite, tout semblait perdu, lorsque surgirent du nord les cavaliers d'Éorl qui bousculèrent les arrières de l'ennemi. Évidemment, ça nous rappelle un petit scénario, évidemment la bataille des champs de Pelennor, qui est une réminiscence en fait de ça, tout simplement, la bataille des champs de Pelennor qui est sauvée grâce à l'arrivée de Théoden et des Rohirrim. Ici, c'est exactement pareil, pour la première fois, le Gondor est sauvé en fait par la charge des cavaliers des Éotéodes, les ancêtres des Rohirrim. La bataille change alors de cours et l'ennemi est repoussé. Les cavaliers du Nord inspiraient un tel effroi que les envahisseurs se débandèrent et les Rohirrim les pourchassèrent par les plaines du Calénardon. En reconnaissance des secours qu'il lui avait apportés, Kirion concéda à Éorl et à son peuple la propriété du Calénardon entre l'Anduin et l'Isen. C'est alors que le peuple d'Éorl s'établit sur ces terres, qui furent rebaptisées par le nom de Mark ou Marche, et ils se nommèrent eux-mêmes les Éorlingas. Mais au Gondor, on appelait leur pays le Rohan et son peuple les Rohirrim, c'est-à-dire les seigneurs cavaliers. C'est ainsi. Je savais pas que c'était un nom gondorien. Ah si. Et qu'ils l'utilisaient pas en fait. C'est vrai que eux, ils parlent de la marche et des Orlingas, mais ils ne disent jamais les hommes de rang, je pense. Enfin, peut-être une fois ou deux, mais c'est vrai. C'est du Gondor, du langage commun, quoi. Là, les désormais Rohirrim vécurent en hommes libres sous l'autorité de leur propre roi et de leurs propres lois, mais ayant contracté une éternelle alliance avec le Gondor. Éorl donc devint le premier roi de la Marche et il choisit de faire sa demeure sur une verte colline au pied des montagnes blanches qui clôturaient son pays au sud. Pour revenir un peu sur l'histoire des chevaux, avant d'arriver là, le père de Éorl, donc Léod, l'ancien roi, était dresseur de cheval réputé et il captura un poulain blanc qui grandit rapidement, devenant un fier cheval vigoureux et de noble allure. Nul homme ne pouvait le dompter, mais lorsque Léod l'enfourcha, le cheval l'emporta en une folle chevauchée et finalement le jeta à terre, le tuant. Il n'avait alors que 42 ans et son fils était un adolescent de 16 ans. C'est alors qu'il fit serment de venger son père et pourchassa le cheval afin de le tuer. Mais lorsque ce dernier fut à portée de voix, Éorl se dressa tout debout et s'écria « Viens donc ici, funeste aux hommes, et reçois un nouveau nom !» Alors, à la surprise de tout le monde, le cheval se tourna vers Éorl et vint à lui et se tint immobile. Éorl dit « Je te nomme Félarof, tu aimais la liberté et je ne te le reproche point, mais à présent tu me dois un lourd prix du sang. En compensation, tu m'abandonneras à ta liberté jusqu'au terme de tes jours. » Et alors Félarof se fit docile, et Éorl chevaucha avec lui sans bride ni mort aucun. Donc ça c'est évidemment l'emblème du roman, ce cheval blanc sur fond vert, ce cavalier sur le cheval blanc, c'est évidemment Éorl sur son cheval blanc. Des rois de la Marche qui se succédèrent entre Éorl et Théoden, on parle surtout de Helm Point-Marteau, qui était un homme rude et taillé en force. À son époque vivait un autre personnage du nom de Freka qui prétendait descendre du roi Fréawin. Freka devint riche et puissant, propriétaire de vastes terres sur les deux rives de la Dorne, et il se souciait peu du roi Helm qui se méfiait de lui en retour, mais le convoquait quand même à ses conseils.
Freka venait quand bon lui semblait. Et un jour, il se rendit en nombreuse compagnie à un conseil et il sollicita à Helm la main de sa fille pour son fils Wulf. Helm refusa cette demande en se moquant de lui, alors Freka, vexé, se mit en colère à la fin du conseil. Helm se leva et posa sa large main sur l'épaule de Freka et lui dit qu'aucune querelle n'était tolérée en la maison du roi. Il le fit donc sortir et Helm asséna un tel coup de poing à Freka que ce dernier tomba assommé et mourut peu après. Helm déclara alors ennemi du roi le fils de Freka, Wulf, et toute sa proche parentèle. 4 ans plus tard, en 2758, le Rohan se vit attaquer sur tous les fronts et le Gondor se trouvait hors d'état de le secourir car il subissait l'assaut de 3 flottes de corsaires en même temps. Le Rohan se faisait envahir à l'est et ceux du pays de Dain, des parents de Freka, donc les Dunlandais, qui vont revenir durant la guerre de l'Anneau, saisissant l'occasion, traversèrent l'Isen et descendirent d'Isengard. Bientôt, on apprit que Wulf était leur chef. Les Rohirrim furent battus et leurs terres ravagées par les armées ennemies, et ceux qui ne furent pas tués ou faits prisonniers fuirent par les défilés des montagnes. Helm fut refoulé avec de lourdes pertes au gué de l'Isen, et il se réfugia au Fort le Corps et dans les ravins en contrebas, plus connus sous le nom de Gouffre de Helm. Gouffre de Helm, évidemment, nommé en fonction du roi Helm. Et en ce lieu, Helm fut assiégé, retenu dans sa forteresse. Wulf prit Edoras et il monta sur le trône à Méduseld et se déclara roi. Là, périt Aleth, pas fils de Hama, mais fils de Helm, en défendant les portes. Pour ceux qui ont les références, Aleth, fils de Alma, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, dans les films, qu'on voit ce personnage. D'ailleurs, le comédien qui joue Aleth, c'est le fils de Viggo Mortensen. Ah bon ? Ouais. Incroyable. Et c'est à lui on est d'accord que c'est lui qui fait tourner son épée ou pas? Non, exactement, pas... si, c'est à lui qui fait tourner l'épée. l'épée. C'est une bonne épée. Oui, exactement. Et puis, il y a toujours de l'espoir. Qui et en fait, continue à expliquer qu'ils vont tous mourir. Ouais, et en fait, il va mourir, ce gosse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, non seulement c'est le fils de Viggo Mortensen, avec qui il partage la scène, mais c'est aussi lui, du coup, qui a incité son père Aragorn à passer le casting et à prendre le rôle plutôt. À prendre le rôle, ouais, c'est ça. On lui a proposé. Oui, on ne fait pas lui qui passer n'était de pas casting. intéressé de base, et il a dit papa, c'est trop bien, fais-le. Et du coup, il a regardé, il a lu le bouquin, il a dit ouais, putain, t'as raison, c'est cool. Et l'anecdote, normalement, c'était un autre acteur qui était pressenti. Qui avait déjà commencé, jeune. qui a fait 3 semaines de tournage. Qui était trop jeune, donc on a considéré trop jeune rapidement, et du coup, on a dit en fait, ça va pas le faire. Il y a plein d'acteurs qui ont été envisagés. On avait même apparemment, mais ça, j'ai jamais su si c'était une vraie rumeur. Nicolas Cage apparemment était envisagé pour le faire. Je pense qu'il était. Si, probablement. Mais t'imagines, parce qu'en plus, c'était à son prime, Nicolas Cage, début des années 2000. Mais. Quoi? Non, je dis, faut aller au combat. Oh my god. Mais t'imagines pour l'acteur qui a commencé à travailler à Aragorn et puis qui a dû trop jeune. Ouais, c'est horrible, c'est horrible. dur, Surtout que, ouais, enfin, pour toutes les raisons dont on s'imagine, c'est. Ouais, mais c'est quand même un acteur qui a eu. Enfin, quoique, je pense. Mais il a été recasté dans un autre rôle d'ailleurs dans Le Seigneur des Anneaux. Il s'appelait Elijah Wood. N'importe quoi. Je pense qu'ils l'ont mieux casté pour le coup. Alors, en tout cas, pour revenir sur ce Hama, fils de. Aleth, fils de. Pas Hama. Fils de Helm pour le coup. Donc là, c'est le fils de Helm qui meurt en fait en défendant les portes face à Wulf à Méduseld. Mais peu après, se déchaîna le rude hiver et le Rohan fut pris sous la neige pendant 5 mois durant, de novembre à mars 2758 à 2759. Et les Rohirrim, comme leurs ennemis, furent mis à rude épreuve par la froidure extrême et par la famine qui s'ensuivit et qui perdura plus encore dans le gouffre de Helm. On eut grand faim. Contre l'avis du roi, Hama, son plus jeune fils, à la tête de quelques... C'est marrant parce que là il s'appelle Hama, avant c'était Aleth, fils de Helm, et en fait il a un autre fils qui s'appelle Hama, donc Aleth, fils de Hama. Je me demande si si Jackson a été chercher des noms comme ça pour créer un personnage, tu sais... sûrement, oui. Probablement. Donc, contre l'avis du roi, Hama, son plus jeune fils, à la tête de quelques hommes, tenta une sortie en quête de nourriture, mais ils périrent, égarés dans la grande neige de faim et de chagrin. Donc, en fait, les fils de Helm meurent les uns après les autres. Helm devint alors inquiétant, et par la seule épouvante qu'il inspirait, il valait plusieurs hommes dans la défense du gouffre. Il allait tout de blanc vêtu, et s'embusquait tel un troll des neiges dans le camp ennemi, et il tuait des hommes en nombre à main nue. On disait que tant qu'il n'était point, lui, armé, nulle arme ne le pouvait l'atteindre. Ceux du pays de Dain, les Dunlandais, affirmaient que lorsque la faim prenait Helm et qu'il ne trouvait rien pour l'assouvir, il mangeait des hommes. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Helm possédait aussi un corps puissant, je parle de l'instrument, et il le sonnait avant chaque sortie, bien que on pourrait aussi parler de son corps. On entendit le corps...
Lequel, je ne sais plus. L'écho s'attardait dans le gouffre glaçant d'effroi ses ennemis. Une nuit, Helm fit une sortie. On entendit le corps, mais on ne le revit plus jamais, lui, vivant. Au matin, on découvrit, rigide comme le rocher, son corps, pour le coup là, son corps physique, dans la mort, mais les genoux non fléchis. Donc il est mort debout. Imaginez quand même. Hein. Le gars, c'est excellent. Il a gelé, mais bon. Non, je dois continuer. Continuer. Oh merde. Pourtant, on dit dans le gouffre que résonne parfois encore le corps de Helm et que sa grande sonnerie poursuit toujours les ennemis du roi, foudroyant de peur les hommes. Donc là, franchement, Helm, ce personnage quand même illustre, et je le rappelle, avec qui on va avoir un film d'animation c'est vrai, qui va sortir là bientôt. Est-ce qu'on va le voir manger les hommes? Je sais pas, mais donc il va s'attarder sur son histoire, et donc sur cette histoire entre Freka et lui, qui sera racontée par l'actrice d'Éowyn. Donc ça, j'ai hâte quand même, parce que c'est quand même un personnage de ouf, et je suis trop content qu'il fasse un film enfin sur une histoire de Tolkien. Ouais, d'animation aussi, ce qui va nous donner beaucoup de possibilités. Il y a bien plus de liberté aussi. Franchement, t'as qu'à juste suivre l'histoire qu'il y a dans le livre, et c'est trop bien, tu vois. Espérons qu'ils le fassent et pas qu'ils nous inventent des... Je crois qu'ils vont essayer de faire mieux qu'Amazon. Ouais. Mais franchement, trop cool, quoi. Mais donc voilà, à la fin de Helm. Donc peu après l'hiver, Frealaf, fils de Hild, la sœur de Helm, descendit de Dunharrow, où s'était réfugiée une foule de gens, et avec une poignée d'hommes résolus, il prit Wulf par surprise à Méduseld et le tua, et reconquit ainsi Edoras. Vinrent de fortes inondations après la fonte de neige, et le Val de l'Antaluve ne fut plus qu'un vaste marécage. Les envahisseurs orientaux venus de l'Orient périrent ou se retirèrent, et voici qu'arrivèrent enfin les renforts mandés du Gondor, qui avaient contourné les monts à l'est et à l'ouest. Avant la fin de l'année 2759, ceux du pays de Dain étaient chassés de partout, et même d'Isengard. C'est alors que Frealaf accéda au trône de Fort-le-Corps. On emmena le corps de Helm, et on l'ensevelit sous le 9e tertre funéraire à Méduseld. Depuis lors, la blanche Simbelminée y fleurit à foison, au point que les tertres apparaissent comme enneigés. Lorsque mourut Frealaf, on commença une nouvelle rangée de tumulus. Ça, on l'avait aussi évoqué lors de l'enterrement de Théoden dans les livres. Effectivement, il y a plusieurs rangées de tumulus selon en fait la lignée. Donc Helm, la lignée s'est achevée à Helm. On a été chercher son neveu en fait pour devenir roi. Frealaf est devenu roi, son neveu. Et donc à ce moment-là, les tumulus, la rangée de tumulus change. De l'autre côté d'Edoras. Et ça changera encore une fois à la mort de Théoden, fatalement, puisque c'est son neveu, encore une fois, qui va prendre le pouvoir. Et Omer. Ça, vous connaissez maintenant. Ça, on connaît, hein, c'est bon, allez, on peut besoin de le dire. Ce fut au couronnement de Frealaf que survint Saruman, les bras chargés de dons et louant hautement la vaillance des Rohirrim. Tous virent en lui un hôte bienvenu. Peu après, il s'installa dans Isengard. Moi, je le sens pas, moi. Non, moi non plus. Il s'installa dans Isengard pourvu de l'autorisation de Beren, surintendant du Gondor à ce moment-là, car le Gondor considérait toujours Isengard comme une place forte dans son royaume, et non point comme relevant de l'autorité du Rohan. Beren remit également à Saruman les clés d'Orthanc, la tour que jusqu'alors nul ennemi n'avait pu ébranler ou forcer. C'est alors que Saruman vint à se comporter comme un seigneur parmi les hommes, et Frealaf était tout aussi satisfait de cet arrangement que Beren, l'un et l'autre croyant qu'Isengard était aux mains d'un ami puissant. Puissant peut-être, mais ami. C'est ça. Je ne vais pas plus loin dans l'histoire, évidemment, on connaît la suite. Frealaf va avoir plusieurs fils jusqu'à Théoden qui mourra à la bataille du champ de Pelennor, et c'est Omer qui prendra le pouvoir du Rohan. Il n'y a plus grand chose à dire que ça. Voilà pour l'histoire donc des Éothéodes et du Rohan. Ben, ces appendices ne sont pas complètement finis. Non, et même là, ici, je pensais que nous aurions le temps de parler de la vaste histoire du peuple de Durin, des nains. Mais je vois l'heure qui file et cet épisode est déjà, ma foi, fort long. Peut-être que nous allons garder cette partie pour le prochain épisode. Nous allons un peu attendre avant de dévoiler ce pan des appendices. Donc ici, on va faire la plus grosse partie des appendices A. Il existe également les appendices B, comme vous le savez sûrement à la fin de votre 3e livre. Nous même jusque F. Nous avons beaucoup d'appendices. Nous n'allons pas tous les traverser. Nous allons reprendre, justement, je vais peut-être terminer là-dessus. C'est F étant un peu tout ce qui est on a toute une partie qui parle de cartes, de chronologie,
chronologie, de calendrier aussi, d'arbres généalogiques, car notamment ceux des Hobbits, parce qu'ils en étaient friands. Mais nous n'allons évidemment pas parler de cela, c'est trop peu intéressant de vous le décrire. On en fera peut-être via un mot, podcast. mais ce sera pas aussi détaillé que ici, quoi. Non, ce ne sera pas vraiment le lieu pour cela. Mais du coup, dans le prochain épisode, eh bien, nous parlerons des choses que nous n'avons pas pu traiter ici, et nous parlerons encore d'autres. Et je vais en profiter pour vous remercier de nous avoir suivis jusqu'ici, tout au long de nos épisodes sur le Seigneur des Anneaux. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode spécial qui était consacré donc à la première partie des appendices du Seigneur des Anneaux. Et dans le prochain épisode, donc, nous passerons en revue les événements marquants de la chronologie des Terres de l'Ouest. Ce sera l'occasion de faire un petit récapitulatif des moments marquants liés à la guerre de l'Anneau. Nous parlerons aussi brièvement des langues dans l'univers de Tolkien, les langues des hommes, des nains, des elfes, des orques aussi. Et enfin, nous conclurons sur le destin des membres de la communauté de l'Anneau, après l'aventure qui nous a occupés pendant plus d'1 an, sans oublier évidemment de faire un point sur l'histoire de tout le peuple de Durin. Voilà. En tout cas, on espère que c'était pas trop théorique pour vous, parce que c'était très Wow. théorique. Néanmoins, que vous avez pu retenir quelques informations. Oui, mais je crois que déjà on a déjà vu une bonne partie. Ouais, Je c'est trouve des que ces rappels, hein. appendices sont très intelligibles. Moi, j'ai trouvé ça très agréable de les lire. Je vous invite vraiment à vous replonger dedans parce qu'il y a énormément de nuances qu'on a peut-être essayé de mettre ici, mais il y en a Ouais. peut-être une ou deux qu'on a passées. Et c'est vrai que non, je trouvais ça super chouette et ça rassure peut-être aussi pour le Silmarillion. Je sais que le Silmarillion est rude et tout, mais je pense que si vous êtes là au bout de ces 3 livres et que vous arrivez à ces appendices avec nous, c'est que vous avez bien rentré dans le détail, et c'est pour ça que je pense que voilà, c'est pas un épisode plus dur que d'autres. Bah, Peut-être que ce Silmarillion, sera l'épisode qui sera consacré à ceux qui veulent s'endormir avec un podcast. Ce sera l'épisode le plus écouté, mais pas en entier. En tout cas, les idées, ouais. Mais pour le Silmarillion, je pense que ce sera plus évident parce que c'est vraiment divisé en chapitres par histoire. Donc c'est que ça reste des histoires. Il y a beaucoup de noms, mais bon, comme on a déjà traversé beaucoup cette grande ligne, je pense que ça ira. On essaiera de compter, d'en faire un récit le plus intelligible possible. Et puis, je pense que ça passera tout seul. Mais oui, mais Voilà. oui. Avec nos petites blagues aussi, ça, Voilà, c'est ça. ça passera plus Et facilement. puis, on espère des petits schémas en live. Qui sait. Comment ça? Oh. En tout cas, t'as encore quelque chose à dire, Julien, avant de conclure cet épisode? Eh bien, à part, merci à toutes et tous de nous avoir suivis, merci pour vos tips, et à vous rappeler évidemment de nous suivre sur nos réseaux sociaux si ce n'est pas encore le cas, pour suivre nos actualités, pour nous contacter si vous avez des messages à nous envoyer. Et moi, je vous dis déjà à la prochaine. À la semaine... Non, pas la semaine prochaine. Au à mois la prochain. prochaine. Surpris.